Bonsoir à toutes et toutes, merci d'être là, merci d'avoir migré jusqu'à cette salle. Donc on va un peu vous expliquer, pour ceux qui ne seraient pas au courant, le pourquoi du déménagement précipité ici. Donc il était prévu des réfugiés, des demandeurs d'asile, se sont retrouvés à la rue à la demande du préfet. Et donc RESF a décidé de les héberger et a pour cela réquisitionné la Maison du Peuple. La France Insoumise, avec plusieurs personnes ici, a soutenu les personnes qui étaient à la Maison du Peuple. Il nous a été garanti que on a eu des informations comme quoi la Maison du Peuple allait être libérée, serait libérée hier, et donc que la réunion publique aurait bien lieu à la Maison du Peuple ce soir. Et Madame Page, donc Manu, je crois, jusqu'à ce matin encore, a contacté la mairie. Et, donc il nous a été refusé la salle. Et en plus, Madame Barrège a fait changer les serrures de la Maison du Peuple, c'est-à-dire que plus personne ne peut avoir accès à la Maison du Peuple, tant les citoyens que les syndicats également qui ont leurs locaux dans la Maison du Peuple. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de déplacer la réunion ici. Donc voilà, merci pour le voyage. Merci infiniment à tous les insoumis et insoumises qui ont préparé la salle, qui ont préparé depuis des semaines la venue de nos candidats, parce que c'est beaucoup de boulot, beaucoup d'investissement, donc un grand merci à eux. On peut les applaudir, effectivement. Je voulais aussi excuser Carole Marc qui était sur Rochefort hier et qui, suite à un problème de train, ne peut pas être présente ce soir. Donc nous avons avec nous Manu Bompard, qu'on connaît ici puisque voisin géographique du Tarn-et-Garonne, et Anne-Sophie Pelletier, que tout le monde connaît ici aussi de par son engagement au niveau des patrouilles. J'ai cru qu'on soufflait autre chose. Donc voilà, donc un grand merci à tous d'être là. Je vais leur passer la parole. Je crois qu'ils vont prendre chacun. D'abord Anne-Sophie va prendre la parole, ensuite Manu, et après il y aura un échange avec vous. Voilà. Merci beaucoup. Bon, alors je suis loin de chez moi quand même, donc c'est pas grave, ça fait toujours plaisir de venir vous voir. Et merci, vraiment merci, parce que sans vous, les militants sur le terrain, nous ne serions que des candidats et même pas grand-chose. Vous êtes la force de la France Insoumise. Et il est important qu'on le rappelle à chaque fois où on va. Donc encore merci à vous en tout cas. Alors de quoi vous parlez? On a tellement de sujets quand on parle de l'Union européenne qu'il y a des sujets comme ça qui viennent, service public, règle des 3%. Et j'ai surtout envie de vous parler de dignité et de bonheur, parce que nous préférons le bonheur des gens plutôt que des règles austéritaires. Et la dignité, c'est quoi? C'est être en bonne santé, retrouver sa dignité. Et comment on est en bonne santé? Et bien on est en bonne santé quand on a des services publics qui fonctionnent. Tout à l'heure, je discutais avec le copain qui me parlait de votre hôpital à Montauban, mais c'est ça partout, et on retrouve toujours le même discours. C'est-à-dire que les biens communs ne sont pas mis en maintenance, on ne fait pas de travaux, on laisse l'outil de travail se dégrader, et derrière, on dit tout simplement, comme l'outil de travail s'est dégradé, eh bien, il n'est plus aux normes, vous comprenez, on ne peut plus accueillir personne. Ces discours-là, on l'entend partout sur le territoire. Je vous assure, pour le nombre de réunions publiques que j'ai fait, où on a parlé des hôpitaux, c'est toujours ces mêmes discours avec des arguments spécieux. C'est eux, en fait, qui ont démantelé notre service public. C'est eux, parce qu'ils savaient. Ils savaient que les bâtiments et nos biens communs étaient dans de mauvais état. Et ils continuent, ils n'ont rien fait.
Et ça permet derrière, évidemment, de rentrer et de faire rentrer les sociétés privées. À Dole, par exemple, pour le bloc chirurgical, c'est une clinique qui va le reprendre. On voit en ce moment qu'il y a une espèce de marché qui est donné, c'est l'hémodialyse. Ça rapporte. Et là, pareil, on enlève des services alors qu'Emmanuel Macron dit on ne fermera pas d'hôpitaux d'ici la fin de mon quinquennat. On ne ferme pas d'hôpitaux, c'est sûr. On supprime des lits. Et c'est comme ça que dans nos services d'urgence, partout sur le territoire, on a des personnes qui meurent sur des brancards parce qu'ils y sont restés 12, 13, 14, 15 heures. Parce que forcément, quand on n'a plus de lit, les gens s'entassent dans des couloirs. Particulièrement des personnes âgées. J'ai un camarade qui travaille comme brancardier aux urgences, il m'expliquait qu'il était parti à 19h, que la dame âgée était arrivée, et que quand il a repris son travail le lendemain matin, elle était encore dans le couloir. Et quand enfin on lui a trouvé une chambre, un lit, la dame a décompensé, elle en est décédée. Et ça c'est l'Union européenne et leur politique austéritaire qui fait qu'aujourd'hui, ils seront comptables de ces gens qui sont morts dans les urgences. Ils seront comptables de ces femmes qui n'ont pas pu accoucher dans les maternités parce qu'elles étaient fermées. Ils sont comptables de ça. Ils ont préféré garantir l'intérêt privé avant l'intérêt général. Et nous nous battrons, quoi qu'il nous en coûte, contre les intérêts privés. C'est ça aussi, l'Europe des gens. C'est pas l'Europe des profits, c'est pas l'Europe des lobbies. On parle des hôpitaux. Oui, on connaît pour la lutte de Foucheron et la lutte dans les EHPAD. Mais c'est la même chose. Qu'est-ce que c'est que de permettre à ce que la vieillesse devienne une manne financière? C'est simplement déposséder des gens. Pas les déposséder tant de leur argent, mais de les déposséder aussi de leur histoire de vie. Parce que quand on arrive dans un EHPAD privé à but lucratif, quand on est une personne âgée qui a déjà perdu ses repères, et que finalement l'EHPAD à but lucratif, il est presque contraint puisqu'il n'y a plus d'EHPAD public. Derrière, c'est des soignants qui n'ont pas le temps de prendre soin de vous. Comme les camarades qui sont soignants dans les hôpitaux. C'est une toilette en 15 minutes. Une toilette, c'est pas juste faire la toilette à quelqu'un. C'est d'abord la réveiller. Une personne âgée, quand elle rentre dans un EHPAD, elle n'a pas le droit de faire une grasse matinée. C'est comme ça. C'est le système, comme dirait Madame Fusain. Mais c'est elle le système, en fait. C'est elle qui permet tout ça. C'est ensuite l'amener aux toilettes, la déshabiller, lui faire sa toilette, la rhabiller, la mettre à son petit déjeuner et lui faire son lit. Demain, les amis, je vous le dis, mettez vos montres, chronométrez-vous, levez-vous, à partir du moment où vous avez touché le pied par terre, regardez combien vous avez mis de temps pour faire toutes les tâches que je viens de vous dire. Sachant que vous avez un handicap en moins, c'est que vous êtes pratiquement tous autonomes. Voilà ce que c'est le privé. Et un privé, chez moi, un EHPAD privé, ça coûte 2800, 2900, 3000 euros par mois. Ça dépend. 3000 euros quand on a une petite retraite. Parce que j'entends partout, oh mais il y a des EHPAD qui sont agréés à l'aide sociale. Faux. Tous les EHPAD ne sont pas agréés à l'aide sociale. Il y a certains, comme le mien, il n'est pas agréé à l'aide sociale. Donc il se passe quoi? Mais il se passe que des gens qui ont travaillé toute leur vie et qui n'aspirent finalement qu'à finir leur jour dans la dignité, parce qu'ils ont contribué aussi à notre patrimoine commun, eh bien il se passe tout simplement qu'ils sont obligés de vendre leur maison. Et ils font un plan d'amortissement sur la mort, vous savez, comme quand on fait un crédit à la banque. On fait un plan d'amortissement sur notre crédit. Et bien là, ils prennent le montant de leur petite maison et ils divisent par le montant du loyer, et ils savent à peu près combien de temps il leur reste à vivre, sans que leurs enfants aient besoin de mettre la main à la poche pour les aider. Parce que c'est une génération qui ne veut pas être aidée non plus. C'est une génération qui ne veut pas perdre sa dignité. Ce sont des parents, ce ne sont pas d'abord des gens qu'il faut aider. Et ils ont cette fierté-là. Alors c'est compliqué pour eux. La vie moyenne dans un EHPAD, la durée de vie moyenne, c'est 2 ans à 2 ans et demi. C'est ça aujourd'hui ce qu'on veut pour nos aînés. C'est ça aujourd'hui ce qu'on veut pour les personnes malades. Vous vous souvenez certainement de ce proverbe qui dit qu'on mesure l'état d'une civilisation à la manière dont elle prend en soin ses blessés, ses malades, ses aînés et ses animaux. Elle en est où la nôtre? C'est pas celle-ci qu'on veut pour demain. Et c'est au niveau de l'Europe qu'on pourra se battre. Se battre en refusant ces règles d'austérité budgétaire et en refusant que tout soit suivi au marché. Parce que l'Europe, c'est ça aujourd'hui. C'est pas l'Europe des gens, c'est l'Europe du marché. On est dans une Union européenne, ordolibérale. On est sur des règles où l'Allemagne, ça lui convient très bien, mais chez nous, ça ne convient pas.
nos spécificités ne leur conviennent pas. Très bien. Mais dans ce cas-là, alors, il faut sortir des traités. C'est la première chose à faire, sortir des traités. Sortir de ces règles d'austérité. Parce que nous devons pouvoir retrouver notre souveraineté à réfléchir sur nos budgets nationaux, ce que l'on veut. Nos services publics sont la richesse de ceux qui n'ont rien. Et si nous ne sortons pas des traités, nous n'y arriverons pas. Nous y arriverons sur des directives, on ne va pas vous mentir, on ne va pas tout changer, on ne va pas tout renverser, mais nous y arriverons sur des directives qui vont contre l'intérêt général. Nous ferons face à tout ça. Mais la première solution, c'est de sortir des traités. Alors on entend tout le temps, mais la France insoumise, elle veut sortir des traités, elle veut sortir de l'Europe. Non, non, vous n'avez pas compris. Dès que nous commençons à dire qu'on veut sortir des traités, ça y est, on est anti-européens, nous ne sommes pas anti-européens. Simplement, quand un traité sort par lui-même, personne n'en parle. Celui-là, il est sorti tout seul. Le traité, le TSG, le traité de stabilité. Il est caduc, ce traité, aujourd'hui. Et là, personne n'en parle. Mais il suffit que nous disions que nous voulons sortir des traités, et là, d'un seul coup, ça ne va plus. Eh bien oui, nous voulons sortir des traités, parce que les traités sont des carcans, sont des dogmes, et qui font apparaître des dogmes qui sont la concurrence libre et non faussée, et cette règle d'austérité. Et on le voit, là je vous parle de la santé, je vous parle des hôpitaux, mais on le voit partout en fait. Demain, il y a une manifestation des profs contre les réformes de Blanquer pour l'école. Mobilisez-vous. Parce que là aussi, ce sont nos enfants qui vont finir dans des usines à gosses. Ce sont des professeurs qui vont être de plus en plus contractualisés. C'est ça, contractualisés. Mais mon Dieu de gloire, nos professeurs, pourquoi est-ce que d'un seul coup on devrait les précariser? Et puis nos professeurs ont des classes à 32 mômes, des fois dans la classe de mon gamin en terminale, ils sont 36. C'est comme ça que nos enfants sont bien? Non. C'est comme ça que nos professeurs sont bien? Non. Donc là aussi, arrêtons de faire des économies. Arrêtons de faire des économies sur l'instruction. L'instruction, c'est l'émancipation, c'est les citoyens de demain. Puis surtout, arrêtons une chose aussi. Parce que ça, on en parle beaucoup, mais finalement, dans leur sphère libérale, on en parle peu. Nos écoles primaires qui sont fermées dans les villages. Alors, ils ont essayé de trouver un truc et ils ont fait des RPI. Mais les RPI, c'est quoi les RPI? C'est que vous avez la classe de CE2, par exemple, dans un village, vous avez la classe de CM1, CM2 dans un autre village, la classe... Ok, mais derrière, il y a quoi? Il y a des gamins qui se lèvent plus tôt pour aller à l'école, parce que le bus passe à cette heure-ci, parce qu'ils doivent aller à 5 km, alors qu'il y a le bâtiment dans le village pour faire la classe. Simplement, l'éducation nationale trouve qu'il n'y a pas assez d'élèves. Et... Non, mais... Pardon? C'est une histoire ancienne. Oui, c'est une histoire ancienne, mais qui continue. Et on les voit, les fermetures de villages, d'écoles primaires dans les villages. Ma grand-mère, elle était institutrice. Et elle a toujours dit qu'une école qui ferme dans un village, c'est un village qui meurt. Mais elle a raison. Et on le voit bien aussi avec ce mouvement des Gilets jaunes. En fait, il se passe quoi? Il se passe tout simplement que ces gens qui se sont sentis et qui sont oubliés de la République ont envie de reprendre leur voix, ont envie de se faire entendre. Personne sur les ronds-points, et j'ai eu beau y aller, m'a dit je veux moins de services publics. Personne ne m'a jamais dit ça. Par contre, Emmanuel Macron a dit, d'après vous, dans quel service public il est bon de faire des économies? Mais moi je lui réponds, M. Macron, dans aucun service public il est bon de faire des économies. Le service public, c'est le patrimoine de ceux qui n'ont rien, et ça permet quoi? Ça permet un maillage égalitaire sur tout le territoire. Donc là, derrière, c'est pas qu'une école dans un village, c'est pas qu'un hôpital dans une ville, c'est pas qu'une gare dans une autre petite région, c'est pas ça, c'est carrément le territoire qui est démantelé. On parlait tout à l'heure avec le copain, les déserts médicaux, pas de médecins généralistes. Mais pourquoi on n'en a pas? Alors la Buzyn, elle nous dit on va enlever le numerus clausus. Ben, c'est très bien d'enlever le numerus clausus, mais les médecins, ils seront là dans 10 ans, ils ne seront pas là demain. Et quel médecin va avoir envie de venir s'installer là où il n'y a plus d'école, il n'y a plus d'hôpital, plus de maternité, plus de gare, plus de poste, plus de gendarmerie? Personne. Et on voudrait comme ça qu'on soit tous des gens qui aiment habiter en ville? Ben non. Moi je suis très bien dans mon petit village de 300 âmes. Je suis très bien. Simplement j'aimerais que les enfants du village ils puissent avoir une école. Et une école qui ne soit pas à 5, 6, 7, voire des fois 10 km. Donc il faut se battre pour ça aussi. On parle toujours des règles d'austérité. On parle toujours de sortir des traités.
C'est la condition sine qua non pour que nous puissions avoir une Europe sociale. L'Europe sociale. C'était ça l'idée de l'Europe au départ. C'était pas une Europe, une Union européenne qui devait mettre des gens dans la précarité, c'était pas une Europe qui devait mettre des femmes dans la difficulté quand elles doivent accoucher. Madame Buzyn, parlons 2 minutes de Madame Buzyn. Je me suis fait un petit répertoire. Vous connaissez les perles du bac? Ça vous parle, les perles du bac? C'est un truc qu'on trouve sur Internet, c'est assez rigolo quand on n'a pas le moral. Moi, je vais vous parler des perles de Madame Buzyn. On va pouvoir, si vous voulez, après les élections, on fait un blog, on l'alimente. Quand Madame Buzyn dit on ne baisse pas l'augmentation, on ne baisse pas les dotations données aux hôpitaux, on baisse l'augmentation. C'est la même chose, hein, au final. Quand Madame Buzyn nous dit il faut arrêter d'imaginer que les soins de proximité sont de meilleure qualité que les soins dans les grands centres les grands hôpitaux, quoi. Je dirais la maternité de Die, par exemple, pour ses parents, elle aurait pu aider cette maman à mettre au monde leur enfant. Je ne suis pas sûre qu'on aurait eu les mêmes résultats. Alors Madame Buzyn, je lui dis, allez assumer vos dires, allez leur dire à ses parents que la maternité de Die aurait été moins capable d'aider cette maman. Allez lui dire pourquoi elle a perdu son enfant. Assumez vos paroles. Assumez vos actes. Quand Madame Buzyn nous dit, pour les femmes qui vont accoucher, parce que je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble, en 97, c'était 290 000 femmes qui habitaient à plus de 45 minutes d'une maternité. Aujourd'hui, on est à 740 000. Donc quand elle nous dit « Ne vous inquiétez pas, mesdames, on a tout solutionné », comment? On n'a pas de femmes enceintes dans la salle. Non. Parce que pourtant, on est au bon endroit, dans un hôtel. Les femmes qui habiteront à plus de 45 km de chez elles pourront avoir des chambres disponibles dans les hôtels. Et des taxis à disposition. Alors, pareil, pas très loin de chez moi dans le Jura, il y a les Grottes de Beaume, messieurs, peut-être qu'on finira là-bas, hein. Voilà ce que c'est aujourd'hui. C'est des vies qui sont mises en danger. Et on voit l'absurdité en plus de leur politique sur les territoires, parce que pareil, dans ma région, je ne sais pas chez vous, mais chez nous, ils ont trouvé quelque chose pour les transports sanitaires, ça s'appelle l'hélico. Forcément. Ça va plus vite. Hein, parce qu'en plus, c'est quand même un peu montagneux chez moi. Sauf qu'ils n'ont pas pensé à quelque chose, c'est que le temps en montagne change très vite. Donc en fait, l'hélico, une fois, a réussi à atterrir, mais n'a jamais pu repartir. Donc on en est au même point. Le transport sanitaire ne peut pas se faire, les moyens ne sont pas mis dans l'hôpital, là c'était l'hôpital de Saint-Claude, donc derrière, c'est encore des vies qu'on met en danger. Et ça, nous ne pouvons plus l'accepter. Nous n'avons pas, nous, êtres humains, à être réduits à la loi du marché. Et cette loi du marché, elle existe même dans le sens où, aujourd'hui, prenez rendez-vous avec un généraliste dans un hôpital. L'hôpital va vous dire, vous avez rendez-vous dans 3-4 mois. Par contre, l'hôpital va même vous dire quand même, par contre, le docteur Intel travaille aussi à la clinique bidule. Donc si vous voulez, vous avez un rendez-vous dans 8 jours, mais c'est à la clinique. Et donc on est dans une santé à 2 vitesses, la santé pour les pauvres, le traitement pour les pauvres, le traitement pour les riches. Eh bien non. Non. Nous valons tous la même chose. Nous sommes tous des êtres humains. Et nous n'avons pas accepté que la santé soit soumise au marché. Il y a des thèmes comme ça, comme l'éducation, la santé, la police, la justice, l'éducation, j'en passe, même les impôts. Le transport, oui c'est vrai, j'oubliais, pourtant les trains ont enfer en ce moment. Hein. Eh bien il y a des thèmes qui ne devraient pas être soumis à la loi du marché. Transport, j'ai des potes cheminots, un qui est particulier contrôleur à la brigade antifraude dans les trains. Il y a 2 semaines, on lui a dit ton poste est supprimé. Et comment ça est supprimé? Je vais faire quoi moi? Ah ben tu feras du TER. Ah je vais faire du TER. D'accord, je vais faire du TER. Mais derrière mon pote, étant donné qu'il était dans la brigade antifraude sur les TGV, il avait un petit plus sur son salaire. Et la vie, ils l'ont imaginé et organisé avec ce plus sur le salaire. Aujourd'hui, ils se retrouvent avec 300 à 400 euros de moins. Et après, vous avez derrière des gens avec qui j'ai débattu. Je crois, elle s'appelle La République En Marche. Je suis pas sûre, mais je crois.
qui le 10 mai nous dit, mais nous, non, non, on ne veut pas créer de chômage, on ne veut pas tout ça, on est pour la Startup Nation, on est... ouais. C'était le 10 mai. Hein. La veille, ou le jour même, je ne sais plus, il y avait la manif contre la réforme des services publics. Donc quand vous avez des gens qui vous disent, non, non, nous, on ne veut pas mettre des gens dehors, le service public, machin, ah bah oui, ils veulent simplement mettre 120 000 fonctionnaires en moins. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de rigoler, les gars, là. Assumez que vous êtes simplement les petits copistes de Bruxelles qui voulaient simplement aussi permettre à ce que nos services publics, nos biens communs, soient de plus en plus privatisés. Ce sera plus clair et vous serez plus honnête à la rigueur. Mais arrêtez de nous parler d'une Europe qui protège quand vous-même, vous n'êtes pas capable de protéger les gens. Arrêtez. Quand vous nous dites que on peut très bien continuer dans cette Europe sans changer les traités, mais vous plaisantez. Vous plaisantez. Vous êtes les petits chions de Madame Merkel, et vous vous aplatissez à chaque fois qu'elle lève le petit doigt, et puis c'est comme ça, puis on ne change pas, hein, et puis derrière, eh ben, derrière c'est nous. Mais c'est pas que nous, hein, c'est d'autres peuples européens, hein. C'est pas que nous. Donc sortons des traités, ça c'est la première chose. Opposons-nous à des directives qui iront contre l'intérêt général. Parce que, avec Younous Omarjee, vous avez vu qu'on arrive à gagner des victoires au Parlement européen. La pêche électrique, certes, c'est pas nos services publics, mais c'est quelque chose d'important et c'est une victoire. Où Younous est allé pied à pied chercher les voies et les collaborations. Et j'ai appris il y a peu de temps que Younous avait réussi aussi, et ça va bien tomber puisqu'on parle de gens qui sont demandeurs d'asile à Montauban, Younous avait réussi, avec une bagarre au Parlement européen, à ce que le fonds social aux plus démunis ne soit pas arrêté. Parce que quand l'Allemagne a vu ça, elle n'était pas du tout contente. Elle a dit non, 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 non. Ah, pardon, excusez-moi. Excusez-moi. Younous Omarjee, c'est notre député européen. Voilà. Voilà, Younous, c'est son prénom, pardon, excusez-moi. Non. On voit qu'elle vit tout seul. Au vu des victoires qu'il a, c'est presque une organisation quand même. Hein. Non, mais c'est pas grave. Ce fonds social aux plus démunis, il faut savoir que c'est quand même un repas sur 4 qui est financé pour les Restos du Cœur par ce fonds social européen. Mais c'est pas que ça. Et l'Allemagne, quand elle a vu le fonds social européen, elle a attaqué, puis elle a dit non, 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 on n'en veut pas, on n'en veut pas, on n'en veut pas. L'Allemagne a gagné, et c'est au Parlement européen qu'ils ont réussi à ce que ce fonds social, eh bien, soit non pas pérennisé, parce que les amis, j'ai pas une bonne nouvelle, mais ils veulent le réduire encore et encore et encore, mais au moins il est encore là. Et c'est comme ça qu'on arrive à gagner des petites batailles, des petites batailles, des petites batailles. Pied à pied, tous les jours. Parce que c'est ça aussi le rôle d'un député européen, c'est vous montrer à quoi ça sert de voter le 26 mai. Et je ne vais pas aller tellement plus sur ce sujet, parce que je sais que c'est le sujet de Manu, mais j'ai juste un truc pour terminer, c'est que je crois que c'est Gramsci qui disait « Agitez-vous parce que nous aurons besoin de toute votre intelligence. Mobilisez-vous parce que nous aurons besoin de toute votre détermination. » Et Édouard Bond disait « Toutes les révolutions sont inscrites au dos du calendrier. Le 26 mai, les amis. Allez convaincre, dites aux gens de retourner le calendrier pour que plus jamais nous n'ayons un retard d'avenir. » Voilà. Allô, ouais, super. Merci Anne-Sophie, bonsoir à toutes et à tous. Alors, d'abord, moi aussi, je voudrais remercier les organisateurs, les organisatrices, toutes celles et ceux qui ont fait en sorte qu'on puisse se réunir ce soir à Montauban dans le cadre des élections européennes. On est à J-9, et on sait que l'élection européenne, c'est une élection sur laquelle beaucoup de gens se disent bon, finalement, est-ce que ça vaut le coup d'aller voter ? Donc moi, je voudrais concentrer mon intervention sur quelques raisons concrètes sur pourquoi, oui, c'est utile de se déplacer dans 9 jours, le 26 mai. C'est utile d'aller voter, c'est utile de prendre le bulletin de vote de la France Insoumise pour le faire. Avant ça, je voudrais dire quand même, parce qu'on sait que cette élection, elle va être marquée par une abstention qui est une abstention extrêmement importante.
Je voudrais dire quand même que quand une municipalité, comme la municipalité de Montauban aujourd'hui, intervient dans le cadre d'une campagne électorale, en utilisant ce qui s'est déroulé la semaine dernière à la Maison du Peuple et dont a parlé Marie en introduction, pour essayer de mettre des bâtons dans les roues de la campagne électorale de la France Insoumise, honnêtement, elle porte un coup à la démocratie, elle porte un coup à celles et ceux qui se battent sur le terrain aujourd'hui pour essayer d'organiser, de motiver, d'intéresser les citoyennes et les citoyens à cette élection européenne. Donc c'est pas acceptable, ça, ce qui s'est passé aujourd'hui, et je vous remercie d'avoir accepté de changer de lieu et de venir ici pour assister quand même à cette réunion publique, mais il fallait que ça soit dit quand même en introduction de mon intervention, donc c'est dit, et ce qu'on va faire, c'est qu'on lui enverra la facture de l'allocation de cette salle à la municipalité de Montauban, parce qu'il n'est pas normal que quand depuis plusieurs semaines, on a organisé cette initiative, que des militantes, des militants se sont mobilisés pour informer les citoyennes et les citoyens que cette réunion publique allait avoir lieu, que la veille, on reçoive une information comme quoi on ne peut plus utiliser cette salle. Bref, au moins ça a été dit, il fallait que ça soit dit. Je veux vous convaincre de l'importance, effectivement, d'aller voter le 26 mai prochain. Vous donner des raisons très concrètes. D'abord parce que ces élections européennes, elles s'inscrivent dans un contexte qui est un contexte national, qui est le contexte de cette mobilisation des Gilets jaunes qui fait que depuis 6 mois dans ce pays, il y a des citoyennes, des citoyens qui ont pris un gilet jaune et qui se mobilisent tous les samedis et qui portent des revendications qui sont des revendications justes et des revendications légitimes pour la justice fiscale, la justice sociale, la défense de nos services publics, la démocratie et le fait que les citoyennes et les citoyens ont davantage de poids dans l'organisation de la vie politique. Et que face à ces mobilisations, on a un pouvoir qui a joué la carte du pourrissement, la carte du mépris, de l'arrogance, de l'enfumage, de la manipulation, la carte de la répression aussi. Et il faut le faire, et moi j'essaye à chaque réunion publique de dire qu'il faut qu'on ait une pensée pour celles et ceux qui, dans cette mobilisation des Gilets jaunes, ont été blessés, c'est près de 3000 personnes, ont perdu un œil, ont perdu une main, même à cette personne qui est décédée à Marseille dans le cadre de cette mobilisation. Il faut penser à ces gens qui garderont des séquelles pendant toute leur vie, pour le simple tort d'avoir voulu participer à des manifestations pour avoir droit à des vies qui soient des vies moins difficiles dans la 5e puissance économique du monde. Le pouvoir, face à cette mobilisation historique, qui continue encore depuis 6 mois, a choisi de ne pas répondre aux revendications qui se sont exprimées. Et quand le président de la République a fait sa conférence de presse, finalement il nous a dit « Bon, écoutez, je vous ai beaucoup écouté, mais je ne vous ai pas beaucoup entendu, et dorénavant, tout sera comme auparavant. » C'était ça, le message de sa conférence de presse. Et bien sûr, la réponse à ça, c'est une réponse de mobilisation dans la rue, et la mobilisation, elle va se poursuivre. Et les militants de la France Insoumise, ils continuent à être en soutien, en appui de cette mobilisation des Gilets jaunes, et on le fera encore dans les prochaines semaines. Mais l'élection du 26 mai prochain, elle rentre aussi, et elle intervient dans ce calendrier-là. Et oui, si par notre abstention, parce qu'on se dit, ouais, est-ce que vraiment ça vaut le coup d'aller voter aux élections européennes, on laisse l'opportunité au pouvoir en place de remporter une victoire électorale, alors on lui offre une opportunité de dire allez, on tourne la page de cette mobilisation. Vous voyez, quand on consulte les Françaises et les Français, ils sont d'accord avec moi, c'est ce qu'il va vous dire Macron, s'il arrive en tête ou s'il fait un gros score à ces élections européennes. Il va vous dire, vous voyez, quand on demande l'avis aux gens, ils sont d'accord avec moi, donc maintenant on tourne la page et on reprend le cours de notre mauvaise politique. Voilà ce qu'ils ont prévu de faire. Et si moi je ne vous convainc pas, il faut lire ce que lui-même, le président de la République, dit, c'est dans un article de Libération qui a été publié il y a une dizaine de jours. Propos rapportés du président de la République au Conseil des ministres. Je vous les lis. Agacé par l'ambiance jugée dilettante du séminaire de la majorité, le chef de l'État a mis en garde ses troupes. Il a rappelé à tout le monde qu'une élection a des conséquences politiques. Qu'en cas de mauvais résultat, ce ne sera pas la même configuration le 27 mai à la table du Conseil des ministres. On peut être un très bon ministre, mais contraint de partir si les élections ne suivent pas. Si nous ne réussissons pas aux européennes, ça aura une incidence sur nous tous, a répété Emmanuel Macron le soir même devant des députés réunis à l'Élysée. Alors si moi je ne vous ai pas convaincu, j'espère que le président de la République, lui, vous a convaincu. Allez voter, allez lui mettre la sanction et la raclée électorale qu'il mérite. Je crois que c'est la première raison pour laquelle c'est important de se déplacer le 26 mai prochain. La deuxième raison, c'est que face à ces revendications justes et légitimes,
il y a des propositions politiques qui y répondent. Et ces propositions politiques, elles sont dans le programme de la France Insoumise. Parce que quand les gens dans la rue demandent davantage de justice fiscale, eh ben c'est possible d'avoir davantage de justice fiscale, en rétablissant l'impôt de solidarité sur la fortune, en faisant une vraie réforme de l'impôt sur le revenu. Nous, on avait proposé 14 tranches, pour faire en sorte que 92% des Françaises et des Français paieraient moins ou autant d'impôts qu'aujourd'hui. Vous aurez 10 milliards d'euros de recettes supplémentaires pour l'État. Je vous donne cet exemple parce qu'ils vous disent toujours c'est pas possible, ça coûte trop cher, on n'a pas les moyens, la dette, etc. Là, c'est une mesure qui fait non seulement de la justice fiscale, mais en plus qui rapporte des ressources supplémentaires pour les finances publiques. De la même manière, c'est possible de faire une TVA à taux zéro sur les produits de première nécessité, parce qu'il y a un rapport qui a été fait qui démontre que si vous faites aussi une TVA grand luxe sur les yachts, les cigares, les produits de luxe, etc., non seulement vous financez votre TVA à taux zéro sur les produits de première nécessité, mais en plus vous récupérez 2 à 3 milliards d'euros de recettes supplémentaires pour l'État. C'est possible d'avoir des réponses qui produisent davantage de justice fiscale et ça ne coûtera pas un centime aux finances publiques. Au contraire, ça permettra de récupérer des milliards d'euros qu'on pourra mettre par exemple dans le développement et le maintien de nos services publics. C'est possible d'avoir des réponses pour davantage de pouvoir d'achat, de justice sociale, d'augmenter les bas salaires, le SMIC, parce que c'est pas possible aujourd'hui dans ce pays de vivre dignement avec un SMIC. Et c'est possible de le faire, et non seulement ça permettra à celles et ceux qui galèrent pour finir les fins de mois de galérer un peu moins, mais en plus ça relance la machine économique. Parce que si vous distribuez des chèques aux plus grandes fortunes de ce pays, comme a fait Emmanuel Macron, mais c'est de l'argent qui part dans l'épargne ou dans la spéculation financière. Mais quand vous augmentez le pouvoir d'achat de celles et ceux qui n'ont pas suffisamment pour vivre dignement, eh ben c'est de l'argent qui retourne dans la machine économique parce qu'elle est utilisée pour consommer, pour aller chez le coiffeur, peut-être pour aller au restaurant une fois dans le mois, parce que c'est le moment où on prend un temps de pause ou un moment de détente avec la famille, les amis, les enfants, les petits-enfants. Augmenter le SMIC, les bas salaires, c'est possible et c'est bon pour l'économie. Et si, parce qu'ils vous disent toujours oui, mais les petites et les moyennes entreprises ne vont pas s'en sortir, eh ben on peut très bien mettre en place des mesures d'accompagnement qui font en sorte que si les petites et les moyennes entreprises, elles vont s'en sortir, faire un peu le public bancaire qui font ce qu'on appelle l'escompte, c'est-à-dire des emprunts à taux zéro qui font que pendant un an, eh ben c'est l'État qui assume la charge de cette augmentation des petits salaires. Vous pouvez faire une politique différente sur l'impôt sur les sociétés. Aujourd'hui, l'impôt sur les sociétés, normalement, c'est 33% pour tout le monde. En réalité, c'est payé à peu près à 25% par les petites et les moyennes entreprises, et c'est payé autour de 6 à 7% par les grandes multinationales, parce qu'elles profitent de mécanismes d'optimisation, d'évasion fiscale, parce qu'elles ont les moyens pour embaucher les meilleurs avocats fiscalistes qui vont chercher les failles pour faire en sorte qu'on évade un maximum de profit de la fiscalité des entreprises. Alors si on veut aider les petites et les moyennes entreprises, on n'a qu'à baisser la fiscalité pour les petites et les moyennes entreprises et au contraire appliquer le 33% de l'impôt sur les sociétés sur les grands groupes et les multinationales. Et alors on aidera les petites et les moyennes entreprises, y compris à assumer le fait qu'on augmente les bas salaires. Bref, c'est possible d'avoir des réponses pour davantage de justice sociale, c'est possible d'avoir des réponses pour davantage de démocratie. Le président de la République, il nous a dit à sa conférence de presse, bon, je vous ai bien écouté, mais moi je suis attaché à la démocratie représentative. Mais personne n'a proposé de supprimer la démocratie représentative. Mais les gens disent, on peut, dans la démocratie représentative, introduire des formes de participation directe des citoyennes et des citoyens, qui fait que la démocratie, c'est pas seulement voter une fois tous les 5 ans et après se taire pendant 5 ans. Et donc c'est possible d'introduire le référendum d'initiative citoyenne, d'introduire la possibilité de révoquer les élus à mi-mandat, de telle sorte qu'on introduise des formes qui permettent aux citoyennes et aux citoyens de participer à la vie démocratique tout au long du mandat. C'est possible de le faire. C'est possible de passer à la 6e République, avec une constituante, pour faire en sorte qu'on réécrive ensemble les règles du jeu. Peut-être certains d'entre vous, dans cette salle, mais c'est pas mon cas, se rappellent au moment où on a instauré la 5e République. Mais à l'époque, quand on a instauré la 5e République, la société n'avait rien à voir avec la société aujourd'hui. Il y avait une seule chaîne de télévision. Personne ne parlait d'écologie. Internet n'existait pas. L'avortement était interdit. L'homosexualité était considérée comme un délit. Allez, je pourrais prendre d'autres exemples, mais au moins ces 5-là. Mais la société, elle a bougé. Donc on peut faire en sorte d'avoir une constitution de la 6e République qui tienne compte de ces nouveaux droits qu'on a acquis. Introduire le droit à l'avortement dans la constitution de la 6e République. Au moins, il ne sera pas remis en cause comme il l'est aujourd'hui par la fermeture des centres IVG.
Introduire la règle verte dans la Constitution pour qu'on ne prenne pas davantage à la planète que ce qu'elle peut régénérer chaque année. Introduire les luttes contre les discriminations, introduire la protection de nos libertés sur Internet. Bref, il y a des nouvelles questions qui ont émergé. Et la Constitution de la 6ème République qu'on pourrait construire ensemble, elle pourrait tenir compte de ces nouvelles questions. Alors vous allez me dire, et vous aurez raison, oui, mais là, les réponses dont vous nous parlez, c'est pas uniquement l'élection européenne qui vont permettre de les régler. C'est vrai, c'est vrai. Un certain nombre de réponses, là, dont je vous parle, elles nécessitent de prendre le pouvoir au niveau national. Mais une élection, n'importe quelle élection, c'est un moment de mesure de rapport de force dans la société. Quand vous faites une manifestation, vous essayez de faire en sorte qu'il y ait plus de manifestants possible. Quand vous signez une pétition, ou quand vous lancez une pétition, vous essayez de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de gens qui signent cette pétition, parce que vous voulez montrer que ces propositions-là, elles sont largement soutenues dans la population. Et bien l'élection, c'est pareil. Ce qui va sortir du 26 mai prochain, c'est une mesure des rapports de force qui existent dans la société entre différents projets de société. Alors peut-être qu'on ne pourra pas faire la 6ème République, la justice fiscale, la défense de nos services publics, la justice sociale demain au Parlement européen. Mais si vous utilisez le bulletin de vote de la France Insoumise le 26 mai prochain, vous pouvez donner de la force, donner du poids, donner de l'écho à ces revendications-là, montrer qu'elles sont largement soutenues dans la population. Je crois que c'est une deuxième raison pour laquelle c'est important de ne pas passer son tour le 26 mai prochain. La troisième raison, c'est qu'il y a une question sur laquelle maintenant on ne peut plus toujours reporter les décisions. C'est la question de l'urgence écologique et climatique. Vendredi dernier, on a atteint ce qu'on a appelé le jour du dépassement. Le jour du dépassement, ça veut dire que si l'ensemble de l'Union européenne si l'ensemble du monde, vivait comme l'Union européenne, on aurait consommé l'ensemble des ressources que la planète est capable de régénérer en une année. C'était vendredi dernier. Ça veut dire que là, on vit à perte. On vit déjà à perte, d'un point de vue de la capacité de la planète à renouveler ses ressources naturelles. La semaine dernière a été publié un rapport sur la biodiversité. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Premier rapport d'ampleur sur la biodiversité. Il nous dit quoi ce rapport? Il nous dit, dans les prochaines décennies, c'est 1 million d'espèces sur 8 millions, c'est-à-dire 1/8 des espèces qui sont menacées de disparition. Ça, c'est la réalité de ce qu'on a sous les yeux. Des menaces qui pèsent sur la biodiversité. Ce rapport, c'est un rapport d'une agence intergouvernementale. Ce n'est pas un rapport de la France Insoumise, ni des officines proches de la France Insoumise. C'est un rapport institutionnel. Et la conclusion de ce rapport, c'est on ne pourra pas lutter contre ce risque de disparition d'une partie importante de notre biodiversité sans réforme fondamentale des systèmes financiers et économiques mondiaux. C'est pas moi qui le dis, c'est ce rapport. La question écologique, elle doit maintenant être traitée dans sa globalité. Il y a urgence sur le sujet. Vous avez vu ces jeunes, ces collégiens, ces lycéens qui se sont engagés dans ce qu'ils ont appelé les grèves scolaires pour le climat. Ils ont dit, nous maintenant, le vendredi, on ne va plus à l'école, et à la place, on va se réunir devant les institutions, et on va aller demander à nos responsables politiques pourquoi ils n'ont rien fait pour agir face à la catastrophe écologique, alors qu'ils avaient connaissance du problème avant même notre naissance. Voilà ce qu'ils disent. Et quand vous lisez les pancartes de ces jeunes, ils disent pas on va éteindre le robinet quand on se brosse les dents. C'est bien de le faire, oui, mais ça suffit pas. Ils disent changer le système, pas le climat. Ils disent si le climat était une banque, il serait déjà sauvé. Cette jeunesse-là, elle a compris que la question écologique, elle pouvait plus se traduire uniquement par un changement des comportements individuels, mais elle posait la question de nos modèles de production et de consommation dans son ensemble. C'est ça la question qui est posée. Et il y a urgence à agir. Parce que si vous consultez les travaux du GIEC, le groupement international des experts sur le climat, le GIEC il vous dit, au rythme actuel des émissions de gaz à effet de serre, on aura atteint les 1,5 degrés de réchauffement climatique en 2040, 2 degrés de réchauffement climatique en 2075. 2 degrés de réchauffement climatique, c'est 50 cm de plus dans le niveau de la mer. 1,5 degré de réchauffement climatique, donc 2040 selon le GIEC, c'est 200 millions de décès prématurés dans le monde en raison des vagues de chaleur, de la malnutrition et des maladies. Ça, c'est les rapports du GIEC. Et le GIEC, il nous dit 1,5 degré, je ne sais pas si vous savez, mais c'est les engagements qu'on a pris dans les accords de Paris. La France a dit on va essayer de limiter la hausse de la température à 1,5 degré. Et le rapport du GIEC a été publié à la fin de l'année 2018. Il avait ça d'intéressant, c'est qu'il disait si vous voulez tenir ces objectifs, voilà ce qu'il faut faire. Et le GIEC, il nous dit si vous voulez respecter l'objectif de ne pas avoir une hausse de température supérieure à 1,5 degré,
vous devez faire en sorte que le pic mondial des émissions de gaz à effet de serre ait lieu en 2020, l'année prochaine. Pas en 2040 ou en 2050 ou en 2060, l'année prochaine. Ça veut dire que l'année prochaine, il faut avoir amorcé la baisse au niveau mondial des émissions de gaz à effet de serre si on veut respecter l'objectif de 1,5 degré de réchauffement, qui déjà pose un certain nombre de difficultés, je vous l'ai montré. Il faut avoir entamé l'année prochaine et il faut avoir baissé de 50% nos émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030. C'est ça que nous dit le GIEC. Donc on n'a plus le temps pour discuter ou blablater ou nommer des commissions au hasard, là, comme le président de la République veut faire, qui peut-être demain vont faire des propositions. Il faut agir tout de suite. Maintenant, il faut prendre des engagements, il faut fixer des objectifs. Nous, la France Insoumise, on dit 100% d'énergie renouvelable d'ici à 2050. Bien sûr, c'est compliqué, mais il y a des travaux qui ont été faits, notamment ce qu'on appelle le scénario Négawatt, qui démontrent que c'est possible. Attention, sans compteur Linky. Sans compteur Linky. Sans compteur Linky, parce qu'il y a le courant porteur en ligne, dans tous les cas... Oui, attends, on va en parler, on aura un... Oui, bien sûr, c'est important. Bien sûr que c'est important. Bien sûr que c'est important. Mais pour faire le 100% d'énergie renouvelable en 2050, bien sûr qu'il ne faut pas de compteur Linky, mais ça ne suffit pas, il va falloir faire plus. Et faire plus, ça veut dire investir dans le développement des énergies renouvelables. Ça veut dire avoir des politiques de sobriété énergétique, parce qu'on ne remplacera pas la même quantité de consommation énergétique. Ça veut dire lutter contre le gaspillage. Ça veut dire investir dans la rénovation thermique des bâtiments. Voilà les objectifs qu'il faut qu'on se fixe. Alors bien sûr, ça ne se fera pas du jour au lendemain. Mais si on ne fixe pas les objectifs maintenant, ben on n'arrivera pas à le faire d'ici à 2050. Donc on doit fixer des objectifs. On fixe l'objectif 100% d'énergie renouvelable en 2050. On fixe et on introduit dans les textes fondamentaux de l'Union européenne la règle verte. On ne prend pas davantage à la planète ce qu'elle est capable de régénérer. Dit autrement, on pousse la journée du dépassement, dont j'ai parlé tout à l'heure, au 31 décembre. Alors on aura un modèle de développement qui sera un modèle de développement durable. Si on veut s'attaquer à la transition écologique, bien sûr il y a la dimension énergétique. Il y a la dimension agricole, et vous le savez. Parce que notre modèle agricole aujourd'hui, il n'est pas tenable. D'abord, il nous met en danger nos santé. Il met en danger et il dégrade notre environnement. Mais en plus, il ne permet même pas aux agricultrices et aux agriculteurs de vivre dignement de leur travail. Et en plus, il accepte et il fait souffrir les animaux dans ces élevages intensifs où finalement on accepte une forme de banalisation de la souffrance des animaux qui fait que si vous acceptez ça, alors après vous acceptez la souffrance à l'égard des êtres humains. Alors il faut organiser la transition de notre modèle agricole, en finir avec cette agriculture industrielle intensive, aller au contraire vers une agriculture locale, biologique, paysanne, qui s'appuie sur la relocalisation, les circuits courts, on consomme ce qui est produit autour de chez nous. Il faut un modèle de production agricole qui soit débarrassé des pesticides qui détruisent nos sols et qui met en danger notre santé. Et pour ça, il faut introduire et fixer des objectifs, parce que ça ne sera pas si facile que ça. Mais quand le président de la République refuse de respecter sa promesse, qui était d'interdire l'utilisation du glyphosate d'ici à 2020, et que quand vous lisez le programme aujourd'hui de la République En Marche pour les élections européennes, et que vous voyez que maintenant c'est passé à 2021, alors on n'est pas sur la bonne route de ce point de vue-là. Il faut organiser la transition de notre système agricole. Il faut organiser le fait qu'on mette enfin les camions sur des rails, et donc refuser la libéralisation du service public ferroviaire. Vous avez peut-être vu récemment qu'il y a une histoire autour du train entre Perpignan et Rungis. C'est un train, une liaison tous les jours qui amène des légumes. C'est 20% des légumes de Rungis qui sont amenés par ce train entre Perpignan et Rungis. Ils sont en train d'essayer, alors là ça discute, là, et maintenant ils viennent de dire que peut-être qu'ils allaient le sauver, mais pendant quelques mois supplémentaires. Ils sont en train d'organiser la suppression de ce train-là. Supprimer ce train-là, c'est 25 000 poids lourds chaque année de plus. 70 chaque jour pour remplacer ce train. Voilà. Alors qu'on parle tous de transition écologique et on est en train de faire l'inverse de ce qu'il faut faire, parce que ce qu'il faut faire, c'est prendre ces camions et les mettre sur des trains et faire en sorte qu'il n'y ait plus un seul camion sur nos autoroutes entre la frontière espagnole et la frontière belge. Et c'est possible de le faire. Et ça, on peut porter ces batailles et ces combats au Parlement européen en disant on va développer un plan européen de recours obligatoire au fret, développer aussi le transport maritime quand c'est possible. On a besoin de fixer ces objectifs, là aussi. On a besoin d'engager des actions importantes et vigoureuses contre l'utilisation du plastique. Je ne sais pas si vous savez qu'il y a un 7e continent, on n'en parle jamais. Il y a un 7e continent, c'est le continent du plastique. 1800 milliards de déchets plastiques. 1,6 million de kilomètres carrés dans l'océan Pacifique
entre Hawaï et la Californie. Voilà, ça c'est un continent dont on ne parle pas. Alors, non seulement l'Union européenne devrait engager un plan de dépollution de nos mers et de nos océans, mais en plus, on devrait avoir des réglementations pour limiter l'usage du plastique. Et par exemple, nous en tout cas c'est ce qu'on propose, supprimer le plastique et l'utilisation du plastique à usage unique, c'est tout ce qui est les pailles, etc., d'ici à 2025, ça on peut le faire. C'est concret, ça fera avancer les choses. Bref, on a besoin aussi de s'attaquer à ça et de s'attaquer à la dépollution de nos mers et de nos océans. Bref, j'ai pris que quelques exemples, on pourrait en prendre d'autres. Je veux juste vous montrer que sur cette question de l'urgence écologique, on n'a plus le temps d'attendre, qu'il faut agir, qu'il faut prendre des décisions maintenant, arrêter de parler, parce qu'ils nous disent toujours qu'il y a des choses plus importantes que ça. Mais on peut avoir tous les débats qu'on veut et tous les débats du monde, si demain l'écosystème ne permet pas la vie humaine, bah ces débats, ils n'auront quand même pas beaucoup d'importance. Donc la priorité, ce qui doit maintenant déterminer l'ensemble de nos politiques publiques, c'est cette question-là. Et il faut sortir pour ça des faux débats. Non, l'écologie, elle ne s'oppose pas à l'emploi. Parce que si vous faites 100% d'énergie renouvelable en 2050, alors vous allez créer 900 000 emplois, c'est un rapport de l'ADEME, l'Agence française de développement, qui vous dit ça. Que si vous voulez faire l'agriculture paysanne, vous allez créer entre 200 000 et 300 000 emplois, c'est des rapports qui ont été faits sur le sujet. Que si vous voulez faire l'économie de la mer, vous allez créer autour de 200 000 emplois. Que en tout, la transition écologique, c'est des millions d'emplois que vous pouvez créer dans les prochaines décennies. Donc l'écologie, elle ne va pas à l'inverse de l'emploi, c'est l'inverse. De la même manière, l'écologie, elle ne va pas à l'inverse de la préservation de notre outil industriel, c'est l'inverse. Parce que quand on est en train de fermer ou de mettre en difficulté l'entreprise Alstom à Belfort, c'est dans le coin de chez Anne-Sophie là-bas, alors que l'entreprise Alstom, c'est elle qui fabrique toutes les turbines qu'il y a dans nos éoliennes et dans nos éoliennes marines. Alors que l'entreprise Alstom, c'est même elle qui est chargée de l'entretien des turbines qu'il y a dans nos réacteurs nucléaires. C'est ça la réalité. Et ça, ils l'ont vendu aux Américains, General Electric. Alors maintenant, vous serez content d'apprendre que l'entretien de nos réacteurs nucléaires, il y en a une partie qui est assurée par General Electric sous contrôle opérationnel du gouvernement américain. Ce qui fait que si un jour on a un conflit avec les États-Unis d'Amérique, ben, ils seront bien contents d'avoir ce moyen de pression pour nous faire taire. Ça, c'était la branche énergie d'Alstom. Maintenant, Alstom, ça reste encore, c'est le transport. C'est eux qui font les locomotives de nos TER, le TGV, le tram qu'on met dans nos villes. Ça, c'est Alstom. Et Alstom, elle est menacée de vente aux Allemands. Siemens. Quand vous allez et quand vous rencontrez l'entreprise Saint-Gobain à Pont-à-Mousson, c'est l'entreprise qui fabrique tous les réseaux qui équipent nos canalisations d'eau potable. C'est des tuyaux en fonte, durée de vie 100 ans, et vous mettez l'eau potable dedans, parce que l'eau potable, vous ne pouvez pas la mettre dans n'importe quel type de tuyau, parce que sinon l'eau elle est contaminée, et ensuite c'est dans notre organisme. On estime en France qu'il y a 30% de pertes d'eau potable dans nos réseaux de distribution. Et on est en train de vendre ça, ce savoir-faire-là, et menacer de vente aux Chinois. Alors qu'il suffirait d'engager un grand plan de renouvellement de nos réseaux de distribution d'eau potable, non seulement on donnerait de l'activité économique à cette entreprise, mais en plus ça serait utile parce qu'on arrêterait de gaspiller 30% de l'eau potable. Parce qu'ici vous êtes bien placé pour savoir que les questions de l'eau et de l'accès à l'eau, c'est quand même une question qui va être une question assez centrale dans les prochaines années. Voilà, donc la transition écologique, elle ne s'oppose pas à l'emploi, la transition écologique, elle ne s'oppose pas à l'industrie, c'est l'inverse. Si on veut faire ces objectifs-là, on a besoin d'une industrie de qualité, de ses savoir-faire, des qualités de travail de nos salariés, de nos ouvriers, de nos chercheurs, de nos ingénieurs, de tout ça. On en a besoin si on veut le faire demain. Alors vous allez me dire, oui, mais tout le monde parle d'écologie maintenant dans cette campagne, donc c'est bon, tout le monde est converti sur cette question-là. Le problème, c'est qu'il faut aller regarder au-delà des promesses et des engagements, et puis il faut regarder les actes. Parce que quand la liste de la République En Marche vous dit « Nous, on va se battre pour une agriculture propre », alors d'abord, il faudra lui demander pourquoi ils ont reporté leurs objectifs d'interdiction du glyphosate, mais pire, je ne sais pas si vous savez, mais il y a eu la loi Pacte qui a été votée il n'y a pas longtemps, vous avez entendu parler sur la privatisation de l'aéroport de Paris. Mais ce dont on n'a pas parlé, c'est que dans la loi Pacte, il y a un amendement qui a été voté par la République En Marche. Parce que quand Nicolas Hulot était au gouvernement, il n'a pas fait grand-chose, il n'a pas obtenu beaucoup de victoires, mais il en avait obtenu une, qui était l'interdiction, c'était dans la loi alimentation, l'interdiction de produire en France des pesticides qui sont interdits d'utilisation au sein de l'Union européenne. Il avait obtenu cette interdiction. Dans la loi Pacte, la majorité de la République En Marche a mis un amendement pour supprimer cette interdiction. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous allez avoir le droit, les grandes entreprises, Bayer, Monsanto, tout ça, vont avoir le droit de produire en France des pesticides qui sont interdits d'utilisation au sein de l'Union européenne pour l'exportation.
Mais si les pesticides ils sont interdits au sein de l'Union européenne, il y a une raison. Et c'est pas parce qu'ils vont être utilisés juste de l'autre côté de la frontière de l'Union européenne que ça va pas avoir un impact sur notre environnement et notre santé. Donc tout ça n'a aucun sens. C'est bien beau de venir et nous dire maintenant on va défendre l'agriculture propre, mais quand on fait l'inverse une fois qu'on est au pouvoir, c'est quand même pas très crédible. C'est bien beau de venir nous voir, c'est dans le programme de Madame Loiseau, de venir nous dire maintenant on va conditionner la signature des accords de libre-échange à des critères environnementaux. Le problème c'est qu'ils ont déjà fait le coup à l'élection présidentielle, que même si on aime bien la biodiversité, on n'est pas des poissons rouges. Vous voyez? On se rappelle un peu des choses. Parce que quand, dans l'élection présidentielle, Macron, il nous dit l'accord de libre-échange CETA avec le Canada, bon, c'est vrai qu'il y a des discussions sur le sujet, donc ce qu'on va faire, c'est que si je gagne, on va nommer un rapport d'experts, et en fonction des rendus de ce rapport d'experts, on prendra une décision. Quand il gagne, il nomme 9 experts, les experts font un rapport, et le rapport, c'est le CETA aura un impact défavorable sur le climat. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il soutient quand même sa ratification. Et quand... Parce que la ratification des accords de libre-échange, c'est en deux parties. Il y a une partie au niveau européen et une partie au niveau national. La partie au niveau européen, c'est déjà passé. Mais alors maintenant, quand vous avez l'opportunité d'interroger des députés de la République en marche, vous leur dites, bon, bah, quand ça va passer au niveau français, vous allez dire non, puisque vous avez pris l'engagement de conditionner les accords de libre-échange à des critères écologiques. Ils vous disent non, non, parce qu'en fait, l'engagement, il a été pris après la ratification du CETA au niveau européen, donc bon, on ne va pas l'appliquer. C'est ça la réalité. C'est la duplicité. L'écologie, elle mérite mieux que d'être un argument électoral qu'on utilise à 10 jours d'une élection, parce qu'on se réveille et on se rend compte que finalement, quand même, les gens commencent à s'intéresser à ce sujet. Vous ne pouvez pas faire confiance à Madame Loiseau pour agir sur la question de l'urgence écologique et à la République en marche. Vous ne pouvez pas non plus, ça m'embête de le dire, mais je le dis quand même, parce que des fois, il y a des militants qui sont sincères, avec qui on partage des batailles, mais vous ne pouvez pas non plus faire confiance à celles et ceux qui ont été au gouvernement dans la mandature précédente. Parce que s'il y a une telle urgence à agir sur le sujet, pourquoi ils ne l'ont pas fait à l'époque ? Alors maintenant, tout le monde peut venir nous voir en nous disant « Bah oui, mais maintenant, vraiment, on va agir sur le sujet. » Très bien, mais vous étiez au pouvoir il y a 5 ans. Pourquoi vous n'avez rien fait? Pourquoi on est dans cette situation aujourd'hui? Non, le bulletin de vote de la France Insoumise, c'est le seul bulletin de vote pour une écologie cohérente. Une écologie qui dit la vérité. Une écologie qui dit que c'est pas possible de faire la transition écologique dans le cadre des règles qui régissent aujourd'hui le fonctionnement de l'Union européenne, les traités dont a parlé Anne-Sophie tout à l'heure. Parce que vous ne ferez pas 100% d'énergie renouvelable si vous acceptez la règle des 3% qui fait que vous ne pouvez pas faire des investissements publics à la hauteur des besoins. Parce que si vous voulez faire le 100% d'énergie renouvelable, et faire, nous on avait mis 900 000 logements publics qu'on rénove chaque année d'un point de vue thermique, bah vous avez besoin d'avoir de l'investissement public, et cet investissement public, hein, ça mérite de s'endetter, ça nécessite de s'endetter. Et c'est pas grave de s'endetter quand c'est pour préparer l'avenir des générations futures. C'est pas grave de faire ça. Parce que demain, vous pourrez vivre avec 3% de déficit, vous ne pourrez pas vivre avec 3 degrés de réchauffement climatique. Ah oui, parce que la dette climatique, c'est une dette qu'elle ne vous rembourserez jamais, vous ne pourrez pas. Hein. C'est irréversible, les changements qu'on impacte sur notre environnement. Donc il ne faut pas respecter cette règle-là des 3%. Vous ne pouvez pas faire la transition écologique si vous acceptez le fait que ce qui domine au sein de l'Union européenne, c'est le libre-échange généralisé. Où en fait, on ne se pose pas la question de savoir si ce n'est pas un problème qu'on fasse venir des produits de l'autre bout de la Terre, alors qu'on a des productions équivalentes sur notre sol, ou au moins au sein de l'Union européenne, mais parce que ça coûte moins cher, parce qu'on le fait fabriquer par des enfants, donc c'est pas grave, on les ramène. Ça, c'est pas possible. Il faut sortir de ce dogme-là, et ce dogme-là, il est inscrit dans les traités qui régissent aujourd'hui le fonctionnement de l'Union européenne. Vous ne pouvez pas faire la transition écologique si vous acceptez que la Banque Centrale Européenne, c'est le cas aujourd'hui, elle soit indépendante, et qu'elle ne puisse pas recevoir des consignes politiques. Parce que si vous voulez faire ça, vous avez besoin de faire de la création monétaire pour la transition écologique, donc vous avez besoin de donner des instructions à la politique monétaire. C'est un peu compliqué, mais la Banque Centrale Européenne, c'est la seule banque centrale dans le monde qui n'est pas contrôlée politiquement. Même les États-Unis, ce qu'on appelle la Fed, la Banque fédérale américaine, elle est sous contrôle politique du Congrès américain qui peut dire « Ah, bah, voilà vos objectifs pour cette année. En Union européenne, vous ne pouvez pas. C'est indépendant, vous n'avez pas le droit de donner des consignes. » Et ça, c'est dans les traités. Et ça nous empêche d'agir pour demain. Bref, je pourrais donner d'autres exemples, je veux juste vous montrer qu'une écologie cohérente, c'est une écologie qui pose la question des règles qui régissent aujourd'hui le fonctionnement de l'Union européenne, et nécessairement, si vous voulez faire la transition écologique, vous devez sortir de ces règles-là, parce qu'elles nous empêchent d'agir. Donc le bulletin de vote de la France Insoumise, de ce point de vue-là, c'est le bulletin de vote pour une écologie populaire et cohérente. Populaire aussi. Parce que l'écologie, c'est pas s'attaquer à celles et ceux qui aujourd'hui n'ont pas d'alternative à l'utilisation de la voiture, quand dans le même temps vous supprimez les lignes de train, les transports en commun, etc.
Donc bien sûr que l'enjeu de la sortie des traités européens, c'est un enjeu central de cette élection européenne. C'est vrai, là aussi, il faut dire la vérité. C'est pas les parlementaires européens qui vont pouvoir renégocier les traités. Pour renégocier les traités européens, il faut prendre le pouvoir au niveau national, parce qu'ensuite c'est une négociation entre États membres. Mais plus vous aurez de parlementaires européens de la France insoumise, plus vous allez avoir des gens qui vont pouvoir préparer ce rapport de force, ce scénario, qui vont pouvoir nouer les coopérations internationales qui vont être nécessaires avec nos amis en Espagne, avec nos amis au Portugal, avec nos amis en Scandinavie, en Grèce, en Italie, partout. On a besoin de construire ces alliances, ces coopérations internationales, parce que quand on prendra le pouvoir en France, on aura besoin d'avoir préparé le scénario, le rapport de force, le plan A, le plan B, pour changer effectivement les traités qui régissent aujourd'hui le fonctionnement de l'Union européenne. Donc aller voter le 26 mai prochain, c'est aussi donner de la force à ce scénario, d'envoyer au Parlement européen des gens qui vont préparer ça, pour que quand on prendra le pouvoir demain, on pourra effectivement mettre en place notre programme. Et enfin, la dernière raison pour laquelle il faut aller voter, c'est que le Parlement européen, bien sûr, il ne peut pas tout faire. Mais trop souvent, des gens disent que le Parlement européen n'a aucun pouvoir. Le Parlement européen n'a pas beaucoup de pouvoir, mais il n'a pas aucun pouvoir. Parce que toute directive au niveau européen est votée par le Parlement européen. Pourquoi on dit ça? Parce que le Parlement européen n'a pas la possibilité de proposer des directives. De ce point de vue-là, c'est une anomalie. C'est-à-dire qu'au Parlement européen, vous pouvez juste valider ou renvoyer des directives qui sont proposées soit par la Commission, soit par le Conseil des États membres. Mais vous avez quand même le pouvoir de valider ou de ne pas valider. Et Anne-Sophie tout à l'heure parlait de la libéralisation des transports et du service public ferroviaire. Mais le 4e paquet ferroviaire au Parlement européen, celui qui a organisé la mise en concurrence du service de passagers, il a été voté au Parlement européen et il a été voté avec 24 voix d'avance. Ça veut dire que si vous n'avez pas eu à l'époque un seul député européen de la France insoumise, Younous Omarjee en l'occurrence, si vous en aviez eu 25 à l'époque, eh ben peut-être que la directive elle ne serait pas passée. Et si la directive elle n'était pas passée, ben peut-être que la petite ligne ou la petite gare qui va fermer dans le coin parce qu'elle ne correspond pas à leur logique de rentabilité, ben elle n'aurait pas été fermée. Donc des fois, des décisions qui sont prises au Parlement européen, elles ont un impact très concret sur la vie des citoyennes et des citoyens. Ah bien sûr, on ne peut pas tout changer. Mais on peut s'opposer à ces mauvais projets. On peut refuser les accords de libre-échange parce qu'ils doivent être validés par le Parlement européen. Des fois, on peut arracher des victoires positives. Ça a été dit sur la pêche électrique. Par exemple, Younous Omarjee, avec d'autres parlementaires européens, en s'appuyant sur le travail des associations aussi, il a réussi à obtenir l'interdiction de la pêche électrique. La pêche électrique, c'est un mode de pêche qui détruit l'ensemble de la biodiversité marine. Vous électrocutez tout le fond de la mer. À la fin, il y a plus, bon, les poissons ils viennent, mais il n'y a plus rien. Il a obtenu l'interdiction de la pêche électrique. Bah, c'est une bonne chose, et il a réussi, en se battant, en se mobilisant. Donc des fois, vous pouvez arracher des victoires positives. Alors vous allez me dire, oui, mais l'interdiction de la pêche électrique, ça ne va pas tout changer dans notre vie, c'est vrai. Ça ne va pas tout changer dans votre vie. Mais c'est quand même mieux sans pêche électrique qu'avec pêche électrique. Donc ça mérite d'aller mener et de gagner cette bataille. Et donc si demain, il n'y a pas un seul Younous Omarjee, et qu'il y en a 5, 10, 15, 20, 30, eh ben, ça sera autant de batailles supplémentaires qu'on pourra gagner. C'est important pour ça aussi, d'aller voter, d'envoyer au Parlement européen des parlementaires de combat, des gens qui se battront sur chaque sujet, des gens qui seront des lanceurs d'alerte. Parce que quand on organise la mobilisation, je sais que ça a été fait ici, comme partout en France, par exemple, contre le TAFTA, l'accord de libre-échange avec les États-Unis d'Amérique, on est bien content d'avoir au Parlement européen des gens qui peuvent sortir le texte, qui peuvent dire attention, voilà ce qu'ils sont en train de préparer dans votre dos. Parce que qui aurait entendu parler de l'accord de libre-échange avec le Japon si nos parlementaires européens n'avaient pas dit attention, voilà ce qu'ils sont en train de préparer dans votre dos. C'est important d'avoir des gens dans la place, là-bas, qui vont sortir les sujets, qui vont attirer la vigilance citoyenne, qui vont dire attention, voilà ce qui se prépare et ce qui se trame dans votre dos. Et pour ça, il faut envoyer des gens qui se laissent pas faire. Parce que le Parlement européen, c'est Bruxelles, Strasbourg, c'est la deuxième place forte des lobbyistes dans le monde après Washington. Vous avez entre 20 000 et 30 000 lobbyistes au Parlement européen pour à peu près 700 €. Les lobbies, c'est 1,5 milliard d'euros de budget chaque année pour leurs activités de lobbying. Alors ça veut dire que si vous vous opposez à un de leurs mauvais projets, ou si au contraire vous arrivez à obtenir une interdiction qui leur déplaît, eh ben ils mettent en place toute la machine. Donc d'abord c'est, vous connaissez la carotte et le bâton, donc ça commence par la carotte. Bon, est-ce que vous voulez un petit cadeau? On vous invite au restaurant pour essayer de vous convaincre que vous vous trompez. Et puis si vous ne respectez pas ça et que vous vous laissez pas faire comme ça, ben on passe au bâton. Alors le bâton, c'est on vous appelle et on vous dit
Attention, hein, si vous faites ça sur le prochain sujet, on ne discutera pas avec vous, on discutera avec les autres. Ça, c'est des menaces gentilles. Puis après, on embauche une boîte de communication pour essayer de chercher dans votre parcours personnel si vous n'avez pas fait une erreur qu'on peut instrumentaliser pour jeter le discrédit sur votre action. C'est ça le travail. Les actions concrètes des lobbies au Parlement européen. Ils sont prêts à tout. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu la semaine dernière, Le Monde a sorti un rapport sur les pratiques de Monsanto. Monsanto a fiché près de 1000 personnalités publiques en fonction de leur position par rapport au renouvellement de l'autorisation du glyphosate. Bon, on était bien content d'apprendre que le quatrième sur la liste de La République En Marche était identifié comme Monsanto par grand allié pour la prolongation de l'autorisation du glyphosate, mais pour autant, ce n'est pas des pratiques acceptables. On ne peut pas accepter que des lobbies fassent ça. Donc vous avez intérêt d'envoyer au Parlement européen des gens qui ne se laisseront pas faire, des gens qui n'auront pas peur face aux lobbies. Et sur la liste de la France Insoumise, vous avez des gens qui ont fait la démonstration dans leur parcours de vie au quotidien, dans leur lutte, dans leurs engagements, que c'était des gens qui ne se laisseraient pas faire. Parce que si vous envoyez Anne-Sophie Pelletier qui a fait 117 jours de grève dans un EHPAD parce qu'elle n'était pas d'accord avec la manière avec laquelle on traitait les personnes âgées et les personnels dans les EHPAD, et bien quelqu'un qui a fait 117 jours de grève sans rémunération, avec cette souffrance, ben vous savez que c'est quelqu'un qui ne se laissera pas faire par les lobbies. Et si vous envoyez Manon Aubry... Si vous envoyez Manon Aubry, qui était porte-parole de l'ONG Oxfam, qui lutte contre la fraude et l'évasion fiscale, qui s'attaque aux multinationales et aux grands groupes, ben vous savez que demain, au Parlement européen, elle continuera cette bataille, et ce n'est pas les lobbies et les grands groupes qui l'empêcheront de le faire. Et si vous envoyez Bernard Borgiani, conducteur de train, qui a fait l'année dernière 4 mois de grève contre la libéralisation du service public ferroviaire, ben vous savez que c'est quelqu'un qui ne se laissera pas faire par les lobbies. Si vous envoyez Marina Mesure, que vous connaissez peut-être, qui est une syndicaliste européenne, spécialiste en France de la lutte contre le travail détaché, qui fait que vous avez aujourd'hui en France des gens qui travaillent en payant leurs cotisations sociales dans leur pays d'origine, ce qui crée de la concurrence déloyale pour les salariés français, mais en plus empêche les salariés de ces pays d'origine d'obtenir de nouveaux droits et de faire progresser leurs droits sociaux. Si vous envoyez Marina, qui a fait le tour de l'Europe pour aider les salariés à se syndiquer contre le travail détaché, vous savez que c'est quelqu'un qui ne se laissera pas faire par les lobbies. J'aurai d'autres exemples à vous donner. Je veux vous montrer que cette liste, la France Insoumise, c'est une liste de combattants, de combattantes, de gens qui ne vous disent pas là, on pourra tout changer demain au Parlement européen. Par contre, ce qu'ils vous disent, c'est que les engagements qu'ils prennent devant vous, les combats qu'ils mèneront demain, ce n'est pas les lobbyistes qui les empêcheront de le faire. Et ça, c'est un engagement fort. Voilà pourquoi le bulletin de vote de la France Insoumise, c'est le bulletin de vote à choisir aussi le 26 mai prochain. Alors, vous connaissez le contexte un peu, on est à 9 jours de l'élection. 9 jours, c'est à la fois très court et en même temps, c'est encore très long et ça permet de convaincre des gens. Bon, on a vu quelle était leur tactique. Leur tactique, c'est d'expliquer que cette élection, elle se réduisait à un duel entre le Rassemblement National et la République En Marche et finalement, les autres n'existent pas. Bon, il n'y a qu'un tour à l'élection européenne, ça ne sert à rien d'essayer d'en inventer un deuxième. Il n'y en aura pas de deuxième tour. D'ailleurs, attendez pas le deuxième pour aller voter, parce que sinon, vous allez avoir un problème. N'oubliez pas le 26 mai. Le 26 mai, toutes les listes qui feront plus de 5% des voix à l'élection européenne auront des parlementaires. Donc il n'y a pas 2 listes devant et les autres qui ne comptent pas. Ça, c'est ce qu'ils essayent d'installer, c'est la technique de Macron depuis le début. C'est parce que si son seul adversaire, c'est le Rassemblement National, ça lui permet à 10 jours de l'élection de dire attention, attention, venez voter pour moi parce que sinon c'est eux, et eux ils sont horribles, ils sont pas beaux, ils sont moches, etc. C'est ça sa stratégie. Donc il faut faire mentir ce scénario écrit par avance. Et faire mentir ce scénario écrit par avance, c'est montrer qu'il existe une autre voie possible que le choix entre l'extrême marché ou l'extrême droite. Et ce choix, c'est celui qui est porté par la France Insoumise. Voilà ce que vous pouvez faire le 26 mai prochain avec ce bulletin de vote. On fait notre part du boulot. On essaye de convaincre, de vous donner des arguments. On était, alors Anne-Sophie était à Cannes, moi j'étais à Avignon hier, c'est notre 4 ou 5e réunion publique de la semaine. On s'en plaint pas. Hein. Mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est le moment de vous demander de prendre votre part aussi, si vous êtes convaincus, en tout cas. De prendre votre part du boulot. Aux élections législatives,
la France Insoumise, en 2017, la France Insoumise avait fait 2,5 millions de voix. Il y a à peu près 500 000 insoumis sur l'ensemble du territoire national. Si vous faites un calcul rapide, il suffit que chacun d'entre vous, si vous vous sentez insoumis, convainque 5 personnes d'ici au 26 mai prochain, et on fera davantage que notre résultat des élections législatives. 5 personnes. Faites la liste dans la tête. Prenez un petit papier, vous mettez 5 noms, la famille, les amis, les collègues, les gens qu'on croise à la machine à café, le charcutier, le boulanger, le copain de Provo, qui vous voulez. 5 personnes, juste 5. Après, si vous voulez en prendre plus, on ne dira pas non, mais déjà 5. 5 personnes. Et vous faites en sorte que d'ici au 26 mai, ces 5 personnes, elles soient convaincues que le dimanche 26 mai, elles se lèvent, elles aillent jusqu'au bureau de vote, elles prennent le bulletin de vote de la France Insoumise et elles le mettent sur l'urne. Et alors, on fera un bon score aux élections européennes, et ça sera un message qui sera entendu en France, bien sûr, mais qui sera entendu en Europe tout entière. Voilà ce qu'il nous reste à faire. On n'est pas très loin de la patrie de Jaurès ici, et alors, comme c'est bien de terminer avec une petite citation, je vais vous donner une petite citation qui correspond assez bien, je crois, à ce qu'il nous reste à faire dans les 9 jours. Jaurès disait « Nous voulons fatiguer le doute du peuple par la persévérance de notre dévouement. » Alors il nous reste 9 jours et soyons dévoués. Merci. Voilà, maintenant on sera très content de pouvoir répondre à vos éventuelles questions ou si vous avez des remarques. On en prend 4-5 et puis après on se répartit pour ne pas se répéter Anne-Sophie et moi. Alors d'expérience, la première question est toujours la plus difficile. Et voilà. Bien, je vais me lancer à l'eau. Ma question est simple. Vous parlez de changer les choses, bon, en ayant eu pas mal d'élus au Parlement européen, y compris en prenant le pouvoir en France. En France, comment comptez-vous prendre le pouvoir? On en est au point où deux candidats de gauche, enfin deux militants de gauche arrivent à faire 3 partis. On est en pleine dérision, en pleine caricature, c'est vraiment d'une tristesse affligeante. Je pense quand même qu'il y avait des partis qui pouvaient s'unir et présenter une liste commune. Je ne parle pas du Parti Socialiste, il est en pleine décomposition, elle n'est pas encore finie et je n'en suis pas mécontent. Hein. Depuis longtemps, j'attendais qu'il arrive à la situation à laquelle il se trouve maintenant. J'aurais presque brûlé le ciel pour qu'il soit ainsi plus rapidement. Mais il me semble qu'il y a des partis qui pourraient quand même s'unir. La France Insoumise, le Parti communiste, peut-être Benoît Hamon. Vous pouvez faire quelque chose, on n'en serait pas à dire Marine Le Pen contre Macron. Peut-être qu'on aurait une autre part dans la compétition. Est-ce que vous pouvez nous rappeler sur le plan pratique, s'il vous plaît, le nombre de représentants au Parlement européen, le nombre de députés, le pourcentage pour la France, donc le nombre de députés pour la France, et est-ce que c'est vraiment, puisqu'il faut 5% minimum pour avoir des représentants, est-ce que la liste qui aura 5% aura 5 représentants? Est-ce que c'est aussi simple que ça? Voilà. Et deuxième question juste, on parle beaucoup des alliances au sein du Parlement européen pour avoir du poids. Est-ce que vous savez déjà, vous avez une idée, j'imagine, des alliances que vous pouvez faire au sein de la communauté européenne à l'heure actuelle? Parce que quand on regarde, c'est vrai, la carte de l'Europe à l'heure actuelle, c'est bleu clair. Hein. Bleu clair, ça veut dire une espèce de ventre mou qui est centriste, qui est capable de passer peut-être un peu à gauche, mais surtout à droite. Il y a de plus en plus d'extrême droite et très peu de gauche, très peu de produits à gauche. Donc je pense que le travail est compliqué et ça ne sera pas une mince affaire. Donc il faut trouver, j'imagine, pour la France Insoumise, des alliances importantes. Voilà, merci. Pas d'autres questions. Sinon, on répond déjà à ces deux-là.
Alors, d'abord sur les questions très concrètes. Alors, il y a une petite subtilité. Il y a 70... Alors, dans la mandature précédente, il y avait 74 eurodéputés français sur un ensemble de 700. Il y a une petite subtilité qui est due au fait que la Grande-Bretagne a voté le Brexit. Et donc, ce qu'il était prévu, c'est que les sièges qui étaient normalement attribués à la Grande-Bretagne soient répartis dans les autres pays. Et donc, la France passe de 74 à 79 représentants. Ça, c'était ce qui était prévu initialement. Or, finalement, pour l'instant, ils n'ont pas traduit le Brexit de manière effective. Donc, ce qui va se passer dans cette élection, c'est qu'on va élire 74 parlementaires européens et 5 suppléants. Et au moment où la Grande-Bretagne rend effectif le Brexit, il y aura 5 députés français supplémentaires. Ça, c'est sur le nombre. Sur le mode de scrutin. Alors, c'est un mode de scrutin à un tour, à la proportionnelle, avec un seuil. Ça veut dire, d'abord, il faut savoir que l'élection, elle a lieu dans tous les pays de l'Union européenne au même moment, le même jour. Ensuite, il faut faire 5% pour participer à la répartition des sièges. Ce qui veut dire que toutes les listes en dessous de 5% ont 0 siège. C'est 5% des inscrits ou des votants? C'est 5% des votants. Des exprimés, pour être plus exact, oui. 5% des exprimés, voilà. 5% des exprimés pour pouvoir concourir au siège. Quand on est au-dessus de 5, on participe de la répartition des sièges sur la base de la proportionnelle. Donc je ne peux pas vous dire 5, c'est forcément 5, parce qu'en fait ça dépend du nombre de listes qui vont faire plus de 5% et du score des autres listes. Mais en moyenne, ça représente à peu près un nombre de sièges de -1 par rapport au score qu'on fait. Ça dépend des configurations des uns et des autres. Donc 5%, c'est 4 à peu près parlementaires européens. 11%, c'est entre 10 et 11 parlementaires européens. Entre -1 et 0, en fonction des répartitions des autres scores. C'est sur la base de la proportionnelle. Voilà. Ça, c'est pour être clair sur le mode de scrutin. Sur les alliances européennes, alors la France Insoumise, elle participe d'une construction européenne qui s'appelle Maintenant le Peuple, qui est un mouvement européen qu'on a constitué il y a un an maintenant, un peu plus d'1 an, dans lequel, pour l'instant, il y a 7 organisations politiques en Europe. Donc il y a la France Insoumise en France, il y a Podemos en Espagne, il y a le Bloc de gauche au Portugal, il y a le parti qui s'appelle l'Alliance Rouge-Verte au Danemark, le parti de gauche en Suède et l'Alliance de gauche en Finlande, mais qui sont plus petits. Ça, c'est ceux qui existent aujourd'hui dans l'Alliance Maintenant le Peuple. Donc ça, c'est des gens avec qui nécessairement on va travailler. Alors, après, il y a j'allais dire, ils ne sont pas dans Maintenant le Peuple. Après, il y a un groupe un peu plus large qui existe aujourd'hui au sein de l'Union européenne qui s'appelle la GUE, Gauche Unie Européenne, dans lequel cette fois vous allez retrouver Die Linke en Allemagne, des gens, il y a un parti qui s'appelle Levica en Slovénie, vous avez aussi des gens comme le Parti du Travail en Belgique, un parti qui s'appelle le Parti Socialiste Néerlandais, mais en l'occurrence c'est pas un parti social-démocrate, mais c'est son nom. Je pourrais donner d'autres exemples en Italie, en Grèce, même si l'Italie et la Grèce sont des endroits un peu difficiles. Donc en gros, il y aura des représentations parlementaires dans l'essentiel des pays. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans ces pays-là, dans ces partis-là, ou ces mouvements-là, il n'y en a aucun qui aujourd'hui gouverne dans son pays. Ça, c'est une réalité. Et que pour l'instant, effectivement, l'Union européenne, elle est plutôt dominée par soit des forces politiques libérales, soit des forces politiques d'extrême droite. Mais en tout cas, on a une bonne base pour essayer de construire cette coalition européenne dont on a besoin. Et l'idée qu'on se fait, c'est que la prise du pouvoir dans un pays, elle permettrait aussi, elle faciliterait aussi le fait que ces idées-là, elles se propagent au sein de l'Union européenne. Et on va mener des batailles et des combats communs. On a commencé à le faire dans la campagne avec nos partenaires européens de Maintenant le Peuple. On a fait des initiatives ensemble sur la fraude et l'évasion fiscale. Lundi, on va sortir une initiative commune sur le travail détaché. Voilà, on essaye de montrer qu'on porte par-delà les frontières des batailles qui sont des batailles communes. Sur la question de la division et de l'unité à gauche. Bon. La difficulté, c'est que souvent quand on voit les sondages et tout, on se dirait ouais, bah, il suffisait qu'on se mette ensemble et les scores s'additionneraient. Le problème, c'est que l'expérience, elle montre que les scores ne s'additionnent pas toujours. Et que si on veut que effectivement les scores s'additionnent, eh ben, on a intérêt que s'il y a des convergences,
elle se fasse sur des éléments qui sont des éléments de fond, qui sont exigeants. Parce que, par exemple, vous avez dit Parti Socialiste, on met de côté, d'accord. Mais par exemple, c'est aujourd'hui pas possible, dans cette élection européenne, de partir avec M. Jadot, qui, tous les lundis à la télé, dit « Ouais, les manifestations des Gilets jaunes doivent s'arrêter », parce qu'on n'est pas d'accord avec ça. C'est difficile, même si peut-être qu'on aurait pu, moi j'entends ce que vous dites, mais c'est difficile, alors qu'il y a une telle urgence sur les questions écologiques et climatiques, de faire comme si ça n'existait pas, et de dire on va se battre, on va partir ensemble avec le Parti communiste, alors qu'on n'est pas d'accord sur un certain nombre de questions, la question du nucléaire par exemple. Ben, c'est pas une petite question aujourd'hui. Il y a un rapport à la question des traités européens aujourd'hui au sein de l'Union européenne, où on n'est pas tous d'accord. Moi, je ne suis pas d'accord avec M. Jadot quand il dit oui, on peut agir dans le cadre des règles qui régissent aujourd'hui le fonctionnement de l'Union européenne. Alors sans doute qu'on peut faire mieux, sans doute qu'à l'avenir il faudra qu'on fasse mieux. Mais après, il y a beaucoup de gens qui parlent d'unité, et puis après il y a ceux qui le font dans les faits. Parce que sur la liste de la France Insoumise aujourd'hui, vous avez 5 personnes qui sont membres du Parti communiste. Vous avez Farida Amrani, qui a été candidate aux législatives face à Manuel Valls, qui est issue du Parti communiste, qui est dans les 10 premiers de la liste de la France Insoumise. Vous avez Sergio Coronado, qui est un ancien député d'Europe Écologie Les Verts, qui est sur la liste de la France Insoumise. Vous avez Emmanuel Morel, qui a été élu avec le Parti Socialiste et qui a rompu avec le Parti Socialiste et qui est sur la liste de la France Insoumise. Alors on n'a pas tout fait parfaitement, mais la seule liste aujourd'hui qui est une liste sur laquelle il y a effectivement du rassemblement, mais du rassemblement à partir du moment où on est d'accord sur le fond, c'est la liste de la France Insoumise. Parce que tous les gens, les autres parlent d'unité, de rassemblement, mais pour l'instant ils n'ont rassemblé personne. Alors ouais, moi j'aimerais mieux qu'il n'y en ait qu'une de liste. Mais pour l'instant, il faudrait que tout le monde ne consacre pas l'essentiel de son énergie à essayer de tailler des croupières à la France Insoumise, et plutôt qu'on essaye effectivement de travailler ensemble sur des combats et des batailles communes. Et malheureusement, honnêtement, c'est pas ce qui a été fait depuis un an. Et je le regrette comme vous. Maintenant, il y aura les élections européennes. De toute façon, là, maintenant, il n'y a pas des listes qui vont se retirer. Moi, je crois que sur la base des résultats des élections européennes, je pense qu'il faudra que chacun regarde la réalité et qu'on puisse enfin travailler ensemble, mais dans le respect des uns et des autres. Parce que M. Hamon, vous avez parlé, moi j'ai rien contre Benoît Hamon, mais il a passé un an à concentrer ses coups sur la France Insoumise. Bah ouais, bah après forcément c'est difficile d'aller dire on va faire des listes ensemble, quoi. Voilà, moi, je parle. Et à la France Insoumise, honnêtement, on a essayé de faire en sorte de savoir qui étaient nos adversaires principaux dans cette campagne. Le Rassemblement National, La République En Marche. Pas de s'attaquer aux autres. Et on garde cette même ligne directrice. C'est déjà ce qu'on avait fait à l'élection présidentielle, où Jean-Luc Mélenchon n'avait jamais dit quoi que ce soit sur la candidature de Benoît Hamon. Donc on va continuer comme ça, mais il faudra que les uns et les autres soient en capacité de dépasser tout ça après l'élection européenne, je pense. Ah, oui, après il y a une question effectivement qui est posée aussi, Sophie me l'a soufflé, qui est la question de savoir comment on va faire demain au Parlement européen. Alors ça ne concerne pas le Parti communiste qui est clair sur le sujet. Mais quand vous avez la liste du Parti socialiste qui présente un candidat à la présidence de la Commission européenne, qui est un néerlandais qui s'appelle Frans Timmermans, qui dit demain au Parlement européen, il faudra qu'on fasse une coalition avec les amis d'Emmanuel Macron, bah désolé, non, on n'est pas d'accord avec ça. Et quand vous avez le directeur de campagne de la République En Marche dans cette élection qui dit l'enjeu demain au Parlement européen, c'est de faire une coalition socialiste, écologiste, République En Marche, bah nous on ne peut pas être d'accord avec ça non plus. Donc ouais pour le rassemblement et l'unité, mais à partir du moment où on est sur des bases claires, cohérentes, de fond. Parce que sinon le problème c'est qu'on crée beaucoup de désillusions, beaucoup d'abstention, parce que les gens se disent ouais vous faites semblant d'être d'accord, mais vous n'êtes pas d'accord. Moi je n'esquive pas votre question, ce que je veux dire c'est qu'il faut qu'on arrive à concilier les deux. La clarté, la cohérence de fond, et effectivement des formes de convergence. Mais si c'est juste additionner les logos alors qu'on est d'accord sur rien, on a démontré malheureusement ces dernières années que ça ne fonctionnait pas. On est ici dans une région dans laquelle aux élections régionales de 2015, il y a eu une alliance front de gauche, Europe Écologie Les Verts. Au début de la campagne électorale, si on additionnait les scores, les intentions de vote, ça devait faire 20%. À la fin, ça a fait 10%. Parce qu'on n'a pas réussi à faire cette convergence. Donc il faut faire attention, il ne suffit pas d'additionner les forces, comme on a dit. D'autres questions? N'hésitez pas, ou remarques ou interventions. Là-bas.
quelle est la position de la France Insoumise? Si, la position de la France Insoumise. Oui, vis-à-vis des amis de M. Tsipras. Après avoir été des grands amis de Syriza, maintenant vous en êtes. Alors, ouais. Ben non, mais nous, on n'est pas d'accord avec ce que fait Alexis Tsipras en Grèce, c'est clair. Et les forces politiques avec qui on travaille en Grèce sont au nombre de 2. C'est le parti qui s'appelle Unité Populaire, ce sont les gens qui ont rompu justement avec Alexis Tsipras une fois qu'il a signé le mémorandum, qu'il a accepté les conditions du plan d'austérité, et le parti de Zoé Konstantopoulou, qui est l'ancienne présidente du Parlement grec. Donc voilà les gens avec qui on travaille, nous, en Grèce, c'est ces 2 forces politiques-là, et donc c'est clair qu'on n'acceptera pas de travailler avec M. Tsipras. Pourtant, pendant un moment, c'était un grand espoir. Ça a été, ouais, mais malheureusement, il a... Il arrive au pouvoir et c'est ça le problème. Bah, il est arrivé au pouvoir et il a cédé aux pressions, et c'est d'ailleurs pour ça, sur la base du fait que Alexis Tsipras a été obligé de céder parce qu'il n'avait pas travaillé de scénario alternatif, c'est pour ça qu'on vous dit qu'il n'y a personne qui peut dire aujourd'hui on va changer les règles européennes s'il ne pose pas la question de son alternative. Qu'est-ce qu'il fait une fois qu'il est à la table des négociations si en face de lui il se retrouve face à des partenaires qui lui disent il n'en est pas question, vous allez faire comme on a dit nous parce que sinon on vous met dehors. C'est pour ça qu'on a travaillé sur le plan B, qu'on a dit il faut avoir une possibilité alternative dans la négociation qui fait que si ils ne veulent pas changer la manière avec laquelle fonctionne l'Union européenne, et ben on le fasse quand même avec d'autres pays, et donc on sorte de ces règles-là. Voilà. C'est sur la base de l'analyse de Tsipras. Moi, j'ai pas de vision policière de Tsipras. Il avait des bonnes intentions sans doute, mais il s'est retrouvé, ça a une impuissance à agir parce qu'il n'avait pas à préparer le truc. Et maintenant, il se retrouve franchement à courir devant et il fait des choses qu'on ne peut pas accepter. Quand vous commencez à criminaliser l'action syndicale comme ça a été fait en Grèce, on ne peut pas être d'accord avec ça. Vas-y, n'hésite pas, sinon moi je réponds à tout. D'autres questions, remarques, interventions, n'hésitez pas. Je rebondis sur la question et sur votre réponse. Ce plan B alors, au niveau européen, en quoi consiste-t-il? C'est des questions compliquées, c'est pour moi. Mais Sophie, elle les connaît aussi, c'est juste qu'elle est trop timide. Ouais. D'abord, il faut bien préciser de quoi on parle. On parle de comment on modifie les traités qui régissent aujourd'hui le fonctionnement de l'Union européenne. Donc d'abord, il faut voir la difficulté du problème. Ce n'est pas les parlementaires européens qui vont écrire de nouveaux traités. Les traités sont adoptés à l'unanimité des États membres. Donc ça veut dire que c'est les discussions entre États qui conduisent à accepter ou ne pas accepter des règles. Et ensuite, il y a des ratifications, soit par référendum, soit par la voie parlementaire. C'est ce qu'a fait Sarkozy quand il y a eu le référendum de 2005. On avait voté non, et lui, il est quand même passé derrière. Voilà, c'est ça dont on parle précisément. Donc, pour changer les traités, il faut prendre le pouvoir dans un État, en l'occurrence en France. Une fois que vous avez pris le pouvoir en France, normalement, il faut l'unanimité des États membres pour modifier les traités. Donc, les gens qui vous disent on va pouvoir changer les traités gentiment, franchement, ils vous mentent. Parce que l'unanimité des États membres, ça ne va pas s'obtenir comme ça. Donc nous, ce que nous disons, c'est si on veut effectivement changer les traités, on a besoin de poser des éléments d'un rapport de force pour ne pas se retrouver dans la même situation, notamment que les Grecs. Alors par rapport aux Grecs, on a quelques avantages, quand même. Le premier, c'est qu'on est un pays fondateur de l'Union européenne, qu'on est la deuxième économie du continent, qu'on est la deuxième puissance économique du continent, qu'on a une contribution de près de 20 milliards d'euros au budget de l'Union européenne, qui est une contribution nette. Ça veut dire qu'on reçoit moins d'argent de l'Union européenne que ce qu'on donne à l'Union européenne. Donc là, on a des éléments qu'on peut utiliser dans le rapport de force pour dire maintenant vous acceptez les conditions qu'on pose à la renégociation des traités, sinon nous on arrête de payer, ça devrait créer une petite ambiance de travail. Mais si vous voulez y arriver, vous devez poser des éléments d'un rapport de force, et toute personne ici, il y a des syndicalistes dans cette salle, j'en suis sûr, toute personne sait qu'il n'y a pas de négociation possible si de toute façon vous êtes obligé d'accepter le résultat et que les gens savent que de toute façon vous n'avez pas de possibilité alternative. C'est ça qu'on appelle plan A et plan B.
Donc le plan A, c'est on fixe 10 points, où on dit, sur ces points-là, il faut que les traités bougent. Fin de l'indépendance de la Banque Centrale Européenne, dont j'ai parlé tout à l'heure. Fin de la règle des 3%. Fin du principe qui interdit le protectionnisme solidaire en Europe. Fin de la concurrence libre et non faussée comme dogme. Bref. Fin de l'Europe de la défense, qui fait qu'aujourd'hui vous avez l'Europe de la défense, mais en fait, tous les textes qui sont votés au Parlement européen disent que l'Europe de la défense s'inscrit dans le cadre de l'OTAN. Je pourrais donner 10 points comme ça. Ça, c'est le plan A. Le plan B, c'est quoi? Le plan B, c'est on liste ces dispositions-là. Il y en a certaines sur lesquelles on va désobéir, c'est-à-dire on ne les appliquera pas. Il y en a d'autres sur lesquelles on va construire d'autres règles avec des autres pays en Europe qui seront d'accord pour le faire. Et il y en aura. Parce que l'Espagne ne sont pas d'accord avec ces règles-là. Parce que l'Italie ne seront pas d'accord avec ces règles-là. Parce que le Portugal ne seront pas d'accord avec ces règles-là. Ça veut dire sortir des traités. Ça veut dire ne pas appliquer les règles. Certains disent oui, le plan B c'est la sortie de l'Union Européenne. En quelque sorte. Puisque ça veut dire que vous n'appliquez plus les règles qui régissent aujourd'hui le fonctionnement de l'Union Européenne. Mais volontairement, je n'utilise pas ce terme-là, parce que si j'utilise ce terme-là, l'image que tout le monde a dans la tête, c'est la France toute seule va se replier sur elle-même et ne plus appliquer les règles. Mais c'est pas ce qu'on dit. On dit, on va appliquer d'autres règles avec d'autres pays au sein de l'Union Européenne qui seront d'accord, et surtout, on ne sortira pas, on n'appliquera pas les règles. Donc après, ils ont qu'à nous mettre dehors s'ils veulent nous mettre dehors, mais ils ne le feront pas. Ils ne le feront pas parce qu'il n'y aura pas d'Union Européenne sans la France, et que le scénario qui consiste à penser qu'il peut y avoir un Frexit comme il peut y avoir un Brexit, c'est-à-dire la France qui sort et tous les autres pays qui continuent à exister dans une Union Européenne qui reste la même, etc., est un scénario qui n'existe pas. La France, encore une fois, c'est la deuxième puissance de l'Union Européenne. Donc il faut avoir une possibilité alternative possible, parce que sinon vous n'avez pas de négociation. C'est un petit exemple, c'est si vous avez demandé l'augmentation de votre salaire dans votre entreprise, mais que les gens ils savent que de toute façon vous êtes obligé de rester dans l'entreprise, le patron il va vous dire bah non, pourquoi j'augmenterai ton salaire? Mais si vous avez une offre d'emploi dans une entreprise à côté où vous avez un salaire de 5% plus important, vous pouvez aller voir votre patron et vous lui dites moi je préfère rester dans cette entreprise, mais je voudrais qu'on m'augmente mon salaire de 5%. Il va vous dire non, vous allez lui dire ah ben l'entreprise d'à côté elle me propose le même poste pour 5% de plus. Il va vous dire ah d'accord, bon on va discuter, on va négocier. Parce que vous avez une possibilité alternative. Ouais, il vaut ce qu'il vaut l'exemple, mais c'est pour avoir ça en tête quoi. Ça permet d'avoir une possibilité alternative dans la discussion. Voilà, c'est ça le plan B. Alors après, il ne faut pas écouter les médias qui disent la France Insoumise n'a plus de plan B, n'a plus un plan A, tout ça est absurde. La différence, c'est que le plan A et le plan B, c'est une stratégie nationale qui nécessite la prise du pouvoir au niveau national. C'est pas demain au Parlement européen qu'on va faire le plan B. On n'a jamais pensé ça d'ailleurs. Donc voilà, pour essayer d'être précis sur ce sujet qui est un sujet complexe. Il ne faudra pas hésiter à utiliser des armes dans la négociation qui soient des armes pas gentilles. Par exemple, souvent on donne cet exemple-là, les gens disent vous allez faire quoi sur l'euro? Vous n'avez pas besoin de sortir de l'euro. Comment ça marche l'euro aujourd'hui? Vous avez une banque centrale européenne et il y a des banques centrales, il y a une banque centrale en France. Vous réquisitionnez la banque centrale française et vous lui dites maintenant vous allez frapper de l'euro. Vous allez faire de la création monétaire en euros. Si vous faites ça, vous pulvérisez tout le système, qui est que c'est que la Banque Centrale Européenne qui a le droit de frapper de l'euro. Bien sûr qu'il ne faut pas le faire normalement, mais s'ils veulent jouer le rapport de force, on a des armes dans le rapport de force pour peser, pour leur dire attention, nous on n'est pas des gentils, on ne va pas plier si vous faites ça. On va se défendre et on va utiliser nos propres outils de souveraineté pour vous montrer qu'on va le faire. Voilà, ça mériterait, il y a un truc intéressant qui s'appelle une conférence qui avait été faite par Jacques Généreux il y a quelques années qui s'appelait Comment gouverner face aux banques, qui décrivait assez bien comment on pouvait utiliser des armes de la souveraineté pour peser dans le rapport de force. Voilà rapidement comment on pourrait faire. Ça te va, Sophie? Oui, il y a déjà des pays qui désobéissent, disait Anne-Sophie. Moi j'ai une petite question concernant la règle verte. La règle verte, évidemment, par rapport aux problématiques de réchauffement climatique est très intéressante, sachant que le vrai problème, c'est le capital aujourd'hui. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu parler d'une expérimentation d'une association qui a été faite il y a 3 ans, Nature et Progrès, sur la comptabilité de triple capital, qui permettait de rajouter des règles comptables en faveur de l'environnement et en faveur de l'aspect humain, en fait, l'aspect social.
Donc voilà, donc, est-ce que vous pourriez nous en parler un peu plus de la règle verte? Comment vous avez pensé l'implémenter? Sur la règle verte, on est assez clair, c'est qu'on ne prélève pas à la terre plus qu'elle ne peut régénérer. Donc comme disait Manu tout à l'heure, c'est tout un tas de sujets qui sont mis sur la table, comme par exemple une agriculture qui est non pas industrielle, mais qui est une agriculture paysanne. Et là justement, je pense que le critère humain, il rentre dans ce thème-là, puisque j'avais visité un groupement foncier agricole, tu vois, je peux te dire tu vois, et là on voyait très bien que tout ce qui était en fait les problèmes sur la règle verte et la PAC, la corrélation des deux n'est pas faisable du tout si tu restes dans cette PAC-là. Donc ce critère humain, en fait, il n'est pas que dans la règle verte qu'il devrait être imposé. C'est dans tous les traités. C'est-à-dire qu'on doit apprendre d'abord le critère humain. Et après, c'est sûr, évidemment, le critère humain sur du glyphosate, des choses comme ça. Et à chaque fois, dans notre règle verte, il est inscrit. Quand tu entends, par exemple, la taxe carbone, j'ai entendu parler de taxe carbone, c'est permis de tuer. Là aussi, ça rentre dans notre règle verte, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on n'a pas à faire du capitalisme vert, finalement. Le problème dans le capitalisme vert, c'est pas le vert, c'est pas la couleur, c'est le capital. Donc quand on a des taxes carbone comme ça qui sont vendues d'entreprise en entreprise et qu'on commence à faire de l'argent, eh bien non, on ne prend pas en compte les critères humains parce que ce sont des permis d'empoisonner. Et c'est tout ça, c'est en fait tout le programme qui est basé à partir du critère humain. Je dirais même plus à partir du critère du vivant. Voilà, c'est d'abord respecter le vivant dans sa globalité, la règle verte. Et savoir vivre ensemble, tous ensemble. Et je ne sais pas si je réponds à ta question. Après, en termes pratiques, comment ça se décline? L'idée, c'est que, bon, au niveau national ou au niveau européen d'ailleurs, alors d'abord sur la règle verte au niveau européen, on a rédigé ce que pourrait être une directive sur le sujet. Donc il ne faut pas hésiter, elle est consultable. Même si on n'aura pas le pouvoir d'en proposer, on a quand même fait le travail. Mais si on avait le pouvoir d'en proposer, voilà ce qu'on ferait. Après, l'idée de la règle verte, en fait, c'est que n'importe quel projet d'investissement, par exemple, l'Union européenne subventionne beaucoup de projets d'investissement. N'importe quel projet d'investissement sera examiné à l'aune de cette règle-là. C'est-à-dire, ok, il y a une demande de subvention de l'Union européenne pour financer tel projet. On en est où de notre rapport entre ce qu'on consomme et ce que la planète est capable de reproduire? Et on fait en sorte qu'à la fin de l'année, on soit à l'équilibre. C'est ça l'idée de la c'est-à-dire que ça soit un élément qui flèche tout projet d'investissement, tout projet de subvention, etc. À chaque fois, on dit, attendez, avant de savoir si on dit oui ou si on dit non, on en est où de notre rapport, et notre bilan, entre guillemets, entre ce qu'on a produit et ce que la planète peut être capable de reproduire. Voilà. Ça serait une règle, en fait, qui interviendrait dans chaque politique publique et qui serait qui devrait à chaque fois être prise en compte. Si on la met dans la Constitution en France, ça veut dire que ça peut aller jusqu'à le fait que le Conseil constitutionnel, par exemple, casse des projets d'investissement en disant non, ils ne sont pas constitutionnels du point de vue du respect de la règle verte. Voilà, ça serait ça un peu la philosophie générale. Et après, Anne-Sophie a 100% raison, c'est-à-dire ça va se décliner en fait dans tous les secteurs, l'agriculture, etc. Voilà. C'était ça l'idée. Après, moi, j'ai pas entendu parler de l'expérimentation dont tu parles, mais on va se renseigner sur le sujet. Comment tu as dit que ça s'appelait? Comptabilité crypto-capital. Comptabilité crypto-capital. Ok. Oui, une remarque pour permettre à Anne-Sophie de reprendre la parole. Je vais parler des services publics parce que tu as décrit ton EHPAD privé et malheureusement, moi j'ai reconnu aussi l'EHPAD public, quant aux conditions de travail et à la difficulté pour les professionnels d'exercer leur métier, pour ne pas dire l'impossibilité pour certains d'envisager de faire une carrière dans ces établissements. La différence entre le public et le privé, c'est simplement le prix. Il y a quelques centaines ou petits milliers d'euros de différence. Notre pays, il est fort de ses services publics. Et l'Europe
n'en veut pas de cette force-là. Elle ne veut pas de cet esprit du service public, elle veut tout marchandiser. Notre protection sociale, c'est un immense marché qui peut leur être ouvert. La santé, bon, bien évidemment, c'est une source de profit, même y compris notre système favorise le profit capitaliste dans la santé. Il n'y a qu'à voir les chiffres faramineux que réalise l'industrie pharmaceutique, les groupes de BTP, toute la technologie médicale. Bon, ce sont des profits immenses qu'engrange le capital sur le dos de la sécurité sociale, de l'assurance maladie en l'occurrence. Les retraites, la réforme à venir, voilà. Au moins ce que veut faire Macron sur cette question de réforme des retraites, c'est de créer le doute dans la tête des gens, des salariés. Est-ce que je vais avoir une retraite qui va me rapporter tant, qui va me permettre de vivre? Et au moins, s'il crée ce doute, il va obtenir de la part des gens qui ont les moyens, eux, de souscrire des assurances privées. C'est au moins ça qui va c'est au moins cet objectif-là qu'il vise, c'est de viser les cadres, les classes moyennes supérieures pour qu'elles souscrivent à des assurances privées. Donc, au niveau de l'Europe, je voulais savoir un peu quel était le rapport de force, puisque la France fait un peu figure de particularité. Hein, pas une exception, oui, peut-être pas tout à fait. Il y en a qui ressemblent un peu. Est-ce qu'on peut espérer créer un rapport de force pour mettre en avant, au service des peuples d'Europe, cette notion-là du service public au nom de l'intérêt général? Alors, il y a plein de choses dans ce que tu as dit. Alors, je vais revenir sur le début de ton intervention sur l'EHPAD. Quand tu dis effectivement qu'en EHPAD public, c'est la même chose qu'en EHPAD privé à but lucratif sur la prise en soin. Je répète à chaque fois, je dis prise en soin parce que je n'aime pas le mot prise en charge. Ni les patients, ni les personnes âgées ne sont des paquets. Donc moi j'appelle ça la prise en soin. Ça, c'est la première chose. Sur les 1000 € de différence, des fois c'est beaucoup plus. Mais bon, sur la prise en soin, on est d'accord. C'est la même chose en privé qu'en public. Et la souffrance au travail et des soignants, la souffrance des familles, la souffrance des personnes âgées, elle est la même dans chaque établissement. Tu peux même y rajouter l'associatif, puisque il y a 3 types d'EHPAD en France. Pourquoi? Parce que c'est l'État qui décide du nombre de soignants à partir du GIR moyen pondéré. Alors, les gens, GIR moyen pondéré, c'est le taux de dépendance moyen dans un EHPAD. Je ne sais pas si vous avez déjà eu des personnes âgées à votre domicile, mais par exemple, pour recevoir l'allocation personnalité d'autonomie, vous devez être dans une grille, ça s'appelle une grille Agir, et dans cette grille Agir, vous avez votre taux de dépendance qui, après, finance l'allocation personnalité d'autonomie. Et bien là, dans l'EHPAD, on fait un taux de dépendance moyen entre tous les résidents, le GIR moyen pondéré et le pathos moyen pondéré. À partir de là, c'est l'ARS qui décide de combien de soignants vont être mis à la disposition de l'EHPAD. La difficulté, la première des difficultés, et qui n'a absolument pas pensé, c'est que tous les 5 ans, c'était comme ça avant, c'était des conventions tripartites, maintenant ça devient des CEPOM, donc ça va être pire, parce qu'avec les conventions tripartites, encore on pouvait vérifier un peu où l'argent passait. Les CEPOM, c'est une enveloppe globale, donc on ne pourra rien vérifier du tout. Mais tous les 5 ans, il y avait une réévaluation de l'EHPAD, et une réévaluation en termes de soignants. Et elle est là aussi la première difficulté. C'est qu'en 5 ans, les personnes âgées, à moins de s'appeler Benjamin Button, elles régressent. Mais vous avez le même nombre de soignants. Et sans parler d'Europe, les amis. Sans parler ne serait-ce que d'Europe. Vous avez tous entendu, on aurait peut-être pour financer la dépendance, un 2e jour férié, tout ça. Il y a une possibilité de retrouver tout de suite, demain, des capacités en argent public. Vous savez comment? Un soignant d'EHPAD privé à but lucratif est payé avec de l'argent public. Mon salaire était pris à 70% par l'ARS, 30% par le conseil départemental. Donc ces gens qui font des milliards de dividendes, parce que ce sont des actionnaires, eh bien, comment on peut encore accepter que l'argent public permette à ces gens de faire des milliards d'euros de dividendes? Parce que ces gens, ces grands groupes-là, je vous assure, ils ont monté des sociétés d'appareils, on peut en parler là pour avoir au niveau de l'Union européenne et la chasse à l'évasion fiscale. Ces grands groupes d'EHPAD privés
ne payent pas leur salaire en France, enfin leurs impôts en France, hein, pardon. Hein. C'est souvent des holdings, des machins, des trucs, et c'est dans des paradis fiscaux hein, qui payent leurs impôts. Donc première chose, on veut retrouver de la capacité en argent public. Les EHPAD privés à but lucratif, c'est 25% du marché. Vous voyez, le marché. Même moi, je dis le marché. 25% du marché. On arrête de payer des soignants avec de l'argent public. On demande à ces actionnaires, vous embauchez du personnel. Par contre, vous êtes sur des normes. Ouais, il faut mettre des normes. Je suis désolée, à un moment donné, il faudra qu'on décide combien on met de soignants par résident pour qu'il y ait quand même un minimum de dignité et de moins en moins de souffrance au travail, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que les soignants, hein, les métiers d'aide à la personne, ont un taux d'accident de travail supérieur à celui du bâtiment. Donc ils sont comptables aussi de ça, avec leur politique d'austérité. Et quand tu parles de la sécu et tout ça, je pense que depuis des années, en fait, ils ont réussi, et tu le vois chez les salariés, ils ont réussi à faire infuser leurs idées parce que même les salariés maintenant utilisent leur vocabulaire. Quand tu parles de... quand tu as des salariés qui te disent « oh, mais les charges salariales », non, c'est pas des charges, c'est des cotisations en fait. Et à partir du moment où même nous, on commence à employer leur vocabulaire, ça veut dire que leur idée, elle passe. Et c'est peut-être aussi à nous de retrouver cette sémantique, de se réapproprier les mots. Parce qu'ils nous ont volé et les mots et les paroles, les mots, les images, le temps. Quand on a des... Et c'est toute la difficulté aujourd'hui, je pense, d'aller convaincre, c'est que quand aujourd'hui, quand tu rencontres des gens et qu'ils ont les mots de l'adversaire, c'est presque à refaire de l'éducation populaire et de redire et de réexpliquer que non, les annonces d'Emmanuel Macron de décembre ne sont pas du pouvoir d'achat à long terme, non. Parce que comme tu parlais des retraites, les retraites c'était une recommandation de la Commission européenne de faire des économies sur les retraites en 2018. C'était pas une directive, c'était une recommandation. Et derrière, tu as quoi? En fait, tu peux prendre toutes les recommandations, les directives qui vont arriver de l'Union européenne, de la Commission, et tu as ce que Macron va faire. Tu as les prochaines années de la gouvernance Macron. Donc les retraites, c'est pareil. Quand il dit qu'il désocialise des heures, c'est évidemment pour derrière, ben c'est du salaire différé qui n'est plus là. C'est de la retraite qui n'est plus là. Quand on parle de retraite par capitalisation et pas de retraite par répartition, comme tu le disais, c'est pour que les gens qui ont plus de moyens eh bien, puissent avoir des retraites plus dignes ou plus élevées que les gens, les ouvriers, quoi, à un moment donné. Parce que la retraite par points, c'est le grand inconnu. La retraite par points, alors Macron, dans son programme pour les présidentielles, il disait « je ne reculerai pas l'âge de la retraite ». Il ne le recule pas. Il recule juste l'âge réel de la retraite. Et ça a commencé aussi, je ne sais pas si vous l'avez vu, avec Agir Arco qui ont fusionné au mois de janvier. Donc Agir Arco, si quelqu'un prend sa retraite aujourd'hui à 60 ans, il aura sa retraite complémentaire diminuée de 10%. Alors que s'il la prend à 62, il a sa retraite complémentaire à tout plat. Donc ils ont déjà commencé, eux, les retraites complémentaires, en nous faisant croire que c'était parce que la fusion, c'était compliqué et tout ça. Mais Macron fait la même chose derrière. La grande difficulté, le grand danger de la retraite à points, c'est qu'au moment où tu vas prendre ta retraite, tu ne sais pas la valeur de ton point, et pour que tu aies un point élevé, j'espère que vous aurez des gens de votre génération, beaucoup, qui seront morts pour avoir un point élevé. Aujourd'hui, tu ne sais pas. Mais c'est ça va être basé sur plein de critères. L'espérance de vie de la génération aussi, enfin c'est plein de choses. Quand Emmanuel Macron dit il faut reculer l'âge, il faut travailler plus longtemps, parce que l'espérance de vie elle augmente. L'espérance de vie elle augmente, ok. Mais l'espérance de vie en bonne santé a diminué. Elle est là la subtilité en fait. Et nous, soignants d'EHPAD, si on continue comme ça, on va travailler, nos résidents seront plus jeunes que nous. Alors qu'on sera déjà complètement cassés. Donc, au niveau de l'Europe, comment on fait? Eh bien, déjà, c'est garder nos biens communs. La sortie des traités, Manu l'a très bien expliqué, donc, mais au moins s'opposer par un rapport de force sur les directives qui vont contre l'intérêt général. Manu l'a dit aussi, la directive du rail, par exemple. Ça ne serait pas passé, ça n'aurait pas fait ça.
Donc à partir du moment où on est lanceur d'alerte, où on voit qu'il y a une directive qui ne va pas dans l'intérêt général, comme on voit la privatisation des barrages. Ça fait combien de temps qu'à la France Insoumise on alerte sur la privatisation des barrages? Si aujourd'hui on a ça, on a ces conditions-là, le rail, la santé qui est mise sur un marché comme ça, c'est parce qu'au Parlement européen, il y a des députés qui l'ont voté, qui ont voté pour. Et ça veut dire qu'après, en France, puisque les directives sont transposées dans le droit français, ça veut dire qu'il y a des députés en France qui l'ont voté. C'est comme ça au départ qu'on s'oppose. On s'oppose à la base. On ne pourra pas, évidemment, la concurrence libre et non faussée, ça va être compliqué de se battre en tant que député européen, puisqu'elle est dans un traité. Et aujourd'hui, n'importe quelle clinique, par exemple, peut attaquer l'État s'il considère que la concurrence libre et non faussée n'est pas gardée. Et vous savez comment? Tout simplement parce que si les actes dans la clinique sont mieux remboursés qu'à l'hôpital, la clinique considère que la concurrence libre et non faussée n'est pas respectée, donc elle attaque. Aujourd'hui, tout est bon à l'attaque de toute façon. Donc, au départ, pour nos services publics, nos biens communs, c'est se battre contre des directives, contre, par exemple, la directive Bolkestein qui va aller embêter nos services publics, qui veulent remettre un peu dans les tuyaux, là. Ça va arriver à la prochaine mandature. Et c'est des petites victoires comme ça. Mais il faut qu'on soit nombreux aussi, parce que tout seul, c'est compliqué. Alors, envoyer un maximum de députés insoumis. Est-ce que j'ai répondu à la question? Très bien. Il y aurait juste une dernière question, parce que je crois qu'il se fait assez tard, et à condition que la réponse soit aussi courte. C'est la question est très compliquée. La question n'est pas très compliquée, mais elle est un peu importante. Umberto Eco disait la langue de l'Europe, c'est la traduction. Et on a l'impression que la langue de l'Union européenne, c'est le globish. Et ce n'est pas une question anodine. On a parlé de services publics. Et dans d'autres langues, notamment en anglais, ça a une autre connotation parce que sur les services publics n'existe pas forcément. La laïcité, ce n'est pas du domaine européen, mais c'est pareil. Donc ce que je veux dire, c'est qu'en laissant se développer le globish, il y a 15% des directives qui ne sont pas traduites. Si vous allez sur des sites de l'Union européenne, sur un certain nombre de directions, la 17, la 8, etc., c'est uniquement en anglais. Ce n'est pas anodin. Ne laissons pas à ceux qui sont très nationalistes la question de la langue. La langue, c'est aussi le fond. C'est un rapport au monde différent que l'on a. Et si on ne se bat pas sur ça, si on accepte un certain nombre de documents qui sont uniquement en anglais, qui pourraient être en polonais, etc., parce que c'est moins cher. Je ne sais pas si vous avez un article, il y a 3 jours dans Le Monde disant les traductions, ça coûte très cher. Ça coûte très cher, mais c'est normal. C'est un truc politique. Et ne pas se battre sur le niveau linguistique, laisser l'extrême droite, c'est encore reculer. Ok, moi je suis d'accord avec ça. Mais en fait, comme tu dis, tout ça c'est absolument voulu parce que ils essayent. Enfin, vous avez bien remarqué quand même que les arènes européennes, le peuple, ils n'en veulent pas vraiment. Et comment est-ce qu'on ne fait pas venir le peuple dans les arènes européennes? En montrant que ça peut paraître difficile, que ça peut paraître ceci, que ça peut paraître cela. Et derrière, il y a quoi? En fait, il n'y a pas une véritable incarnation de l'Union européenne. Ça paraît être un truc très technocratique. Et c'en est quand même un peu, puisque, comme tu le dis, l'anglais, le truc, le machin, mais même si tu vas sur le site du Parlement européen, tu as tout en anglais. Donc évidemment que la traduction est importante. Et ce qu'il faut aussi, c'est que et je pense que notre travail sera aussi de démocratiser le Parlement européen. Voilà, surtout. Et parce que il me semble important que tout ce qu'a fait Younous Margila a permis aussi de démocratiser les actions qu'on peut faire et qu'on peut avoir au Parlement européen. Alors il y a vraiment une toute dernière question. Oui, c'est plutôt une remarque. Moi, ça fait 40 ans que je vote, plus de 40 ans que je vote, 42 ans que je vote. Je suis toujours dans la tranche des 10%, c'est-à-dire de ceux qui perdent, en général. Et non, mais ça a été dit, je pense qu'à un moment donné, c'était la première question, et c'est un peu désespérant de se retrouver encore une fois avec des voix un peu morcelées. Et moi, je pense qu'on ne fera jamais l'économie, à un moment donné, d'une
l'unité sur des bases essentielles, et ça me gêne beaucoup qu'à un moment donné, on se retrouve sur cette élection, avec chacun se compte, c'est 3%, c'est 5%, c'est 10%. Tout ça, ça s'additionne pas, tu as raison, hein, très clairement. Mais par contre, ça désespère un petit peu tout le monde. D'autant plus que quand vous dites, et comme tu dis tout à l'heure, il y a une urgence climatique, une urgence. Donc le pouvoir et les moyens du pouvoir, il ne faut pas attendre 10 ans, 20 ans pour les avoir aujourd'hui. J'ai bien compris que là, c'est une élection où chacun escomptait un petit peu dans le rapport de force et dire voilà, moi je suis le premier opposant, moi je suis le deuxième et moi le troisième. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui pour mes enfants, pour mes petits-enfants, c'est qu'une bonne fois pour toutes, on gagne. Donc je suis d'accord pour envoyer un maximum de députés européens de la France Insoumise. Je suis globalement d'accord avec tout ce que vous proposez, même si des fois je ne suis pas non plus d'accord sur tout. C'est-à-dire que moi j'ai un logiciel marxiste. La France Insoumise, c'est pas un logiciel marxiste pur, c'est un logiciel qui part du capital avec, voilà, qui est plus keynésien. Mais voilà, je pense qu'on sait aussi faire la part des choses et se retrouver dans l'unité autour de projets qui sont communs. Juste ça, c'est une remarque, mais quand j'écoute Yann Brossa qui dit qu'il faut sortir des traités, et quand j'entends Manon Aubry qui dit qu'il faut sortir des traités, je pense que juste là-dessus, on est quand même un peu d'accord sur le fond. Voilà. Alors, bon, moi, je ne peux pas répondre, j'ai dit un peu, j'ai entendu la remarque. Je suis d'accord sur le fait que quand Yann Brossa dit ça, il dit la même chose que nous, ça c'est clair. Après, moi, je ne suis pas responsable, et on n'est pas responsable à la France Insoumise, du fait que le Parti communiste, lors de son dernier congrès, a choisi une stratégie qui était la stratégie d'avoir des candidatures à chacune des élections nationales. Parce que ça, c'est, en l'occurrence, pas la France Insoumise qui l'a choisi. Après, voilà, je suis d'accord sur l'urgence. Maintenant, tout le monde n'a pas le même degré de responsabilité dans cette histoire. La réalité maintenant, c'est qu'il y a une élection, elle est dans 8 jours, 9 jours, que chacun peut voter pour qui il veut, mais qu'il y a quand même une réalité mathématique, c'est que les listes, qui pour l'instant sont toutes 5%, à la fin, elles n'auront pas de représentation parlementaire. Non, mais je veux dire, on peut le regretter, mais quand on fait 4,5 ou 4,8%, c'est 4,8% de perdus aujourd'hui. Hein. Parce que c'est 4,8% qui ne se traduisent pas par des élus et des parlementaires européens. Donc ouais, ça serait mieux qu'on soit plusieurs ensemble. Mais je pense qu'à l'issue de cette élection, on aura aussi maintenant, effectivement, des rapports de force qui seront analysés. Et sur cette base-là, j'espère qu'on arrivera à construire. Mais construire, on ne construira pas. Franchement, moi j'ai déjà dit tout à l'heure, mais on ne construira pas sur la base de cartels électoraux. Parce que les gens ne veulent plus des cartels électoraux. On construira, non, mais alors peut-être qu'on est en désaccord sur ce sujet, mais moi je crois qu'on construira sur la base en partant des revendications et des exigences populaires, et après oui, on devra obtenir le fait que les organisations politiques, elles viennent appuyer des dynamiques qui sont des dynamiques populaires. Parce qu'il faut entendre le message aussi de cette mobilisation depuis 6 mois, dans ce pays, de gens qui disent on ne se rend pas représenté aujourd'hui par les organisations politiques existantes. Parce que oui, d'accord, il y a trop de listes. Mais le problème, c'est pas seulement qu'il y ait trop de listes. Le problème, c'est qu'il y a 6 personnes sur 10 aujourd'hui qui disent qu'elles ne vont pas aller voter à l'élection européenne. Et pas parce qu'il y a trop de listes, parce qu'elles pensent que toutes les organisations politiques sont les mêmes et que toutes les pratiques politiques sont les mêmes. Et ben moi, je ne voudrais pas qu'en voulant réduire le problème de l'éparpillement, on amplifie encore la fracture avec les citoyennes et les citoyens qui ne sont pas représentés aujourd'hui. On doit répondre aux deux. Et répondre aux deux, c'est permettre le fait qu'il y ait effectivement une convergence des organisations politiques, mais qu'elles se fassent au service des convergences, des mobilisations citoyennes. Je pense que c'est ça l'enjeu. Et sur cette base-là, il faudra qu'on construise après les élections européennes. En tout cas, merci de votre écoute, du débat qui sera avec Eric. Et le mot de la fin est pour Anne-Sophie parce que j'ai trop parlé. Ah, bon, bah alors... Non, j'en ai une pour vous. Victor Hugo disait, et ça sera très bien avec les mobilisations en Cordova, le plus grand symbole du peuple, ce sont les pavés. Il les foule avant de les recevoir sur la tête. Les amis, arrêtons de recevoir les pavés sur la tête. Allons mettre des pavés dans les urnes le 26 mai en allant voter.